Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est le LGF en ce vendredi, dernière de la semaine. Ravi de vous retrouver avec une fine équipe aujourd'hui autour de cette table. À commencer par ma gauche, Emmanuel Dupuis, président de l'IPS. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Emmanuel Dupuis, maintenant que tout le monde connaît. Bah oui, tu as fait le tournée des plateaux pour nous parler de la guerre en Ukraine. Et ça continue, ça va continuer longtemps. Demain, Oui, sur BFM, LCI, tout ça quoi. Tous les plateaux, on va pas les citer, mais ça va continuer longtemps parce que la guerre n'est pas près de se terminer. Donc en ce moment, c'est. Et il y a d'autres conflits aussi. Oui. Pas oublier. À ne pas oublier, on en reparlera notamment dans cette émission. De cette journaliste palestinienne qui a fait couler aussi beaucoup d'encre, qui a été tuée par visiblement l'armée israélienne. Tarek Mami, Tarek Mami Bonjour. C'est pas que de l'encre que Madame Chérine a fait couler, c'est surtout son sang. Donc on rendra tous un hommage. Et cette grande journaliste de 25 ans de carrière de Al Jazeera, mais qui a été en même temps, au début de sa carrière, journaliste à Radio Palestine, et qui a continué à être correspondante de Monte Carlo, et qui a par ailleurs deux choses, qu'il faut retenir pour la Palestine. Sa nationalité américaine, et sa confession de Washington, d'ailleurs, et sa confession chrétienne. Et je peux vous dire que les Palestiniens avec lesquels elle a vécu pendant 25 ans ont découvert hier qu'elle était chrétienne, tellement elle était proche de tout le monde. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Smaïn Tefour est avec nous aussi. Bonjour Smaïn. Bonjour Christophe. Bonjour et bienvenue. Alors messieurs, je vous propose d'accueillir quelqu'un qu'on connaît ici, puisqu'il est de la maison, France Maghreb 2, notre ami Fawzi. Comment ça va mon Fawzi ? Salut Christophe, bonjour à tous. Je suis ravi de te recevoir. Merci, ça me fait plaisir également. Tu étais hier soir encore dans ton émission, il y a des soirs comme ça, tous les jeudis 20h. Exactement. Tu es là non pas pour nous parler de ton émission, mais pour nous parler d'un événement organisé par ton association du côté de Aulnay, qui est un documentaire qui va être projeté en avant-première ce soir à Aulnay-sous-Bois, au théâtre Jacques Prévert à Aulnay. Ça revient donc, alors tout le monde connaît la cité des 3000 à Aulnay, sur la cité des Galions plus précisément, Fawzi. Alors, c'est un documentaire qui tourne effectivement autour d'un immeuble qu'on appelle le Galion. Il s'appelle le Galion. Il est la porte d'entrée et de sortie de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Le quartier est un quartier d'environ une vingtaine de milliers d'âmes, donc 22 000 habitants, ce qui représente à peu près 1/5 de la ville d'Aulnay-sous-Bois, puisque c'est une ville qui avoisine les 95 000 habitants, 90 000. Et donc c'est la porte d'entrée et de sortie de ce quartier. Il a été démoli. Il était question déjà de le démolir. Ça avait été évoqué aux alentours de 2014-2015. Et puis finalement, il a été détruit aux alentours de 2019-2020. Évidemment, il y en avait qui étaient pour et d'autres qui étaient contre pour un tas de raisons. Alors moi, j'ai contourné la polémique. Je ne voulais pas aller sur le terrain de la polémique, mais je voulais faire une espèce de recueil des souvenirs de certains habitants. Alors les habitants que j'ai sélectionnés sont des habitants qui sont actuellement toujours aux 3000 et puis d'autres qui ont quitté. Parmi ceux-là, j'ai sélectionné des profils plutôt classiques. John Dovey, qui est un boxeur, un excellent boxeur qui arrivait très tardivement à la boxe. Ça te parle la boxe, hein ? Comment ? Ça te parle la boxe ? Exactement, oui. Bon, moi, je viens plutôt de la boxe thaïlandaise, donc c'est autre chose. Mais lui, John Dovey, c'est plutôt la boxe anglaise et il y est arrivé très tard. Il est arrivé à la boxe aux alentours de 21 ans, ce qui est exceptionnel au vu de son palmarès. Il a été 7 fois successivement champion de France dans la catégorie mi-lourd, donc autant dire que c'est un beau gaillard. Il a également été aux Jeux Olympiques de Sydney. Il a fait belle figure. Il est reparti avec une médaille d'argent. Aujourd'hui, il est manager olympique. Il est manager de l'équipe olympique de France de boxe anglaise. Donc ça, c'est très bien. Alors moi, quand je lui pose la question, est-ce que son parcours lui paraît normal ou pas, il a ses explications. Et pour cela, je vous invite à venir tout à l'heure voir le 18h15 tout à l'heure, 18h15, 18h30. Théâtre Jacques Prévert, qui est un très bel endroit à Aulnay-sous-Bois. Exactement, voilà. Que tu connais. Oui, absolument. J'ai vu aussi des noms, Salima Yambou par exemple. Salima Yambou, qui elle est devenue députée européenne. Alors moi, je la connais depuis longtemps, à l'époque où elle était encore institutrice. Par la suite, elle est
devenue directrice d'établissement. C'est quelqu'un qui est vraiment imprégné de l'éducation, de la transmission du savoir. Il faut savoir que dans les années 90, elle avait monté une association à Aulnay-sous-Bois au 3000 qui s'appelait Graines de Génie et dont la vocation était d'accompagner les petits justement à faire leurs devoirs. Ouais. Et un beau jour, elle a eu l'opportunité de figurer sur une liste, je crois que c'était les Verts, et puis ensuite elle est devenue députée européenne, et aujourd'hui elle fait son petit bonhomme de chemin. Alors autant te dire que... C'est Parti Socialiste, je crois, et puis maintenant elle est en marche, enfin Renaissance. Bientôt, exactement. Et donc quand j'ai fait appel à ses connaissances, parce que John Dovey, on faisait du sport à l'époque, on était plus jeunes, Salima, je la connais, elle et ses frères, donc ça a été très facile de pouvoir les convaincre. Mais c'est quoi le but du documentaire? Voilà, je vais y arriver. Le but, c'est de rendre hommage à tous ces gens qui ont grandi dans cette cité en particulier. Alors non, c'est pas un hommage aux personnes, c'est un hommage à leurs souvenirs par rapport au quartier, par rapport à cet immeuble. Du Galion. Le Galion est un immeuble mythique qui a rayonné en Ile-de-France. Tout le monde, beaucoup connaissent la cité des 3000, évidemment. Je sais pas, vous connaissez, messieurs, la cité des 3000 à Aulnay? Tarek Mami, Emmanuel Bien sûr, Dupuis. moi oui, bien sûr. Ouais, Emmanuel? De nom, d'accord. Moi j'ai été pour des reportages. Smaïn? Non, je connais Aulnay, mais non, pas particulièrement. On a que des bobos parisiens sur le plateau, Fawzi, t'as vu? Ouais, j'ai remarqué. Attends, un qui a répondu, un qui a dit qu'il connaît. Le chef des bobos parisiens connaît. J'ai habité les Bosquets, pendant un moment. Oui, c'est à Montfermeil, c'est un quartier très chaud. Oui, absolument. Fawzi, pardon. Alors donc cet immeuble est au cœur de la cité. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la coulisse, dans la coursive centrale de cet immeuble, il y avait une vie tumultueuse. Il y avait des commerces, il y avait des services publics comme la Poste, il y avait une mairie annexe, il y avait un commissariat, il y avait même une boîte de nuit et une bijouterie, pour vous dire, il y avait une poissonnerie, il y avait le marché, il y avait également des habitations qui étaient, c'était des appartements en duplex. Et à l'époque, celui qui avait la chance d'habiter en duplex, c'était vraiment quelqu'un qui faisait partie de la crème, on va dire. Ouais. Et puis, le Galion a été construit entre 69 et 70. À l'époque, la cité des 3000 est complètement isolée d'Aulnay et Aulnay elle-même est isolée des villes avoisinantes. Pourquoi? Parce que l'autoroute A3 de l'époque, quand elle part de Bagnolet, enfin de la porte de Bagnolet, n'arrive pas jusqu'à Aulnay-sous-Bois, et encore moins à Roissy-Charles de Gaulle qui n'existe pas encore. Elle arrive à Bondy, elle se termine à Bondy. Donc tout ce qui est après n'existe pas ou alors est très difficile d'accès. Et donc, le centre commercial... C'est intéressant parce que ça a bien changé maintenant. Ah oui, ça a bien changé. Donc, l'autoroute se termine aux alentours de 75, 76. L'aéroport Charles de Gaulle Roissy arrive en 74. 14, c'est ça. Voilà, il a mis plus de 10 ans à émerger des cartons, parce que les premiers coups de crayon et les premières décisions politiques avaient été prises en 64. Et 10 ans plus tard, il a fallu 10 ans quand même pour construire cet aéroport. Et donc, du coup, c'est devenu un bassin assez important en termes de travail. Et dans le documentaire, je parle à Fatiha, qui est une des premières habitantes de la cité des 3000. Je lui dis, mais pourquoi est-ce que, en termes d'études, tu n'es pas allé plus loin? Et elle m'explique qu'à l'époque, on les incitait fortement à abandonner, à arrêter les études pour aller travailler, soit chez Kodak, qui est à Sevran, à la ville d'à côté, soit Peugeot, qui est venu s'installer aux alentours de 74-75. Qui leur demandait d'arrêter, justement. Les conseillers de désorientation. Voilà, c'était l'orientation. Voilà. Ah oui, quand même. Ce qu'on appelait communément les conseillères de désorientation. Exactement. Et donc, et pour résumer, avec cette phrase magique, moi j'y ai assisté et j'ai empêché que mes enfants suivent cette ligne. Comme ça, vous pourrez aider très vite financièrement vos parents. Qui ne vivent pas comme il faut, donc vous allez travailler pour aider vos parents. J'ai assisté à des réunions. C'était planifié, Tarek, ou non, c'était comment on appelle l'exigence économique. Non, c'était de bon cœur de la part de ces gens-là, une espèce de paternalisme. Faut sauver ses enfants et il faut sauver leur famille. Mais leur demander d'arrêter des études, c'est quand même non, on leur demande pas d'arrêter les études, on leur demande de rentrer sur le marché de travail pour pouvoir devenir de soutien de leurs parents. Exactement. Donc l'idée à la base n'était pas machiavélique. C'est après qu'on peut l'interpréter. Donc l'exemple on l'a donné au travers du récit de Fatiha dans ce documentaire. Oui, exactement. Alors ce documentaire a 3 vies. Première vie, c'est la diffusion en salle, ce soir, tout à l'heure. Ouais. Deuxième vie et troisième vie sont confondues puisqu'il y aura une vie sur les plateformes de streaming et de partage, comme Vimeo, comme Tank, Vice. Sont des plateformes qui peuvent proposer de la diffusion gratuite mais aussi de la diffusion payante.
intéressante. Alors nous, ça va nous intéresser parce que ça va nous permettre d'engranger quand même un petit peu d'argent pour pouvoir faire d'autres productions, en l'occurrence le numéro 2, le Galion numéro 2. Et puis la troisième vie, ça sera la participation à des festivals. Alors ça, c'est très opportun et c'est intéressant parce que l'association qui produit ce documentaire est une association, Sixième Sens Prod, qui est une association que j'ai montée en 99 à Aulnay-sous-Bois qui avait comme vocation de faire de l'initiation à la vidéo pour les jeunes du quartier. Et je suis très heureux de vous annoncer que parmi ceux qui nous ont aidés à élaborer ce documentaire et à le filmer sont de jeunes membres de cette association. Ouais, donc ça permet aussi à la jeunesse de s'approprier un petit peu dans le quartier dans lequel ils ont grandi aussi. De s'approprier le quartier, mais de s'approprier aussi son histoire, la caméra. Mémoire. Moi, ce que je veux, c'est les pousser à utiliser leurs propres médias, leur caméra, leur téléphone, lorsqu'ils veulent. Mais faites vos images, faites vos propres street reportages pour pouvoir véhiculer vos idées. Alors, ça vient aussi du fait que, malheureusement, on l'a constaté depuis de nombreuses années, vous avez toujours un journaliste de la Renardière qui vient... Je vois. Non, je l'appelle Renardière. Le fait exprès, c'est pas de lui que je parlais. Le dimanche soir. Je parle d'un journaliste qui s'appellerait Renardière et qui viendrait dans un quartier en disant écoutez, j'ai envie de parler de vous, et puis c'est des câlins et des bisous quand on est sur le lieu du tournage, et quand on est dans son atelier de montage, c'est tout autre. On prend des raccourcis, on raconte des choses qui sont fausses, ou alors on fait coller des discours, on extrait des phrases de leur contexte, et puis voilà, on a un documentaire sensationnel. Ouais. Alors, ce qui est loin d'être... Combien de temps il dure ce documentaire, Fauzi ? 52 minutes. 52 minutes, c'est un bon format en plus. Bien sûr. Voilà, très très bon format. Voilà. Donc ça sera projeté ce soir en avant-première à la salle Jacques Prévert. Est-ce que quand on n'est pas habitant d'Aulnay et pas habitant en l'occurrence de ce quartier de la Cité des 3000, on peut quand même venir, ça peut être intéressant. Bien sûr. Évidemment, tout le monde est le bienvenu. Le but, c'est aussi que les gens s'imprègnent de ce documentaire pour pouvoir faire la même chose dans leur quartier. Chacun peut faire... Bientôt, ils vont encore détruire des tours dans plein de quartiers, en l'occurrence aussi la Courneuve. Il y en a aussi une prévue à Épinay. Donc, ça serait bien que les habitants de ces villes s'approprient eux-mêmes l'histoire de leur ville. Derrière, il est question aussi de laisser un héritage visuel et audiovisuel. Demain, je mettrai ce documentaire à disposition des archives locales de la ville et aussi départementales. Ouais. En tout cas, donc c'est ce soir que ça se passe. Et vous pouvez voir la bande-annonce d'ailleurs sur YouTube, mon cher Fauzi. Oui. Sur la chaîne YouTube de ton association. Oui, le Sixième Sens Prod. Le Sixième Sens Prod, que vous pouvez suivre aussi sur les réseaux sociaux, bien sûr. Donc ce soir, c'est projeté dans quelques minutes, là, 18h15, au théâtre Jacques Prévert, à Aulnay-sous-Bois, ce documentaire donc qui revient sur le Galion, qui n'existe plus aujourd'hui. Qui n'existe plus, qui est rasé, et prochaine diffusion au Cap d'Aulnay-sous-Bois au mois de novembre. On vous tiendra au courant, évidemment. Évidemment. Alors, est-ce que le Grand Paris aussi a fait partie aussi de ces projets qui ont participé au développement d'Aulnay, par exemple ? Bien sûr, évidemment. Avec l'arrivée du métro ? Évidemment. Ouais. Évidemment. On accueille de nouvelles populations, donc il faut de nouveaux logements. Ça s'est boboisé un petit peu, Aulnay, non ? C'est pas que ça s'est boboisé, non, pas du tout. C'est qu'il y a une population qui cherche une proximité par rapport à un bassin de travail comme Roissy, comme les centres commerciaux qui sont aux alentours. Aujourd'hui, vous avez une zone aussi commerciale et d'activité qui se développe sur l'ancien site de PSA, de Citroën Peugeot. Ouais. Donc ça forcément, ça attire de nouvelles populations qui veulent être à proximité de leur lieu de travail. Bon, tu restes encore un petit peu avec nous, parce qu'il faudra qu'on te relâche évidemment pour que tu puisses aller à la projection, évidemment, mon cher Fauzi. Dans un instant, on va parler évidemment de cette actualité qui nous tient particulièrement à cœur ici sur France Maghreb 2, Tarek Mami. On parle de l'assassinat. On peut parler de l'assassinat de cette journaliste palestinienne, une journaliste très connue de la chaîne El Jazeera, de nationalité américaine. Elle a été tuée lorsqu'elle couvrait les événements du côté de Jénine, en Cisjordanie, tuée d'une balle derrière l'oreille.
Donc ça s'est passé il y a 2 jours et on en reparle dans un instant sur France Maghreb 2. Des journalistes, il y en a eu beaucoup de tués, on a des chiffres d'ailleurs à vous donner. Ouais. Restez avec nous sur France Maghreb 2, le LGF avec Emmanuel Dupuis, Smaïn Tefour et Tarek Mami, et donc Fawzi qui reste un petit peu avec nous encore jusqu'à 18h sur France Maghreb 2. C'est la suite du LGF sur France Maghreb 2, votre émission de référence tous les jours sur votre radio de 16h à 18h et en ce vendredi pour participer au débat. Smaïn Tefour, journaliste qui est avec nous, Emmanuel Dupuis, président de l'IPS, ainsi que Tarek Mami et Fawzi qui reste encore un petit peu avec nous pour parler donc de ce qui s'est passé il y a 2 jours maintenant en Cisjordanie. Cette journaliste ultra connue sur la chaîne ultra connue aussi, Al Jazeera, de nationalité américaine, il faut le rappeler et l'indiquer, c'est important. Alors palestinienne et américaine. Oui, de nationalité américaine. Palestinienne de nationalité américaine. D'ailleurs, Washington a condamné son assassinat si en demandant une enquête indépendante. Approfondie. Alors, où en est-on d'ailleurs par rapport à cette demande? Parce que ils ont changé de version, Christophe. Il y a eu des versions un petit peu différentes. Les Israéliens ont dit qu'il allait y avoir une enquête, les Palestiniens disent ne pas avoir été au courant, et après on dit que les Palestiniens ont refusé parce qu'il s'agissait d'une enquête menée par Israël. On en est où aujourd'hui et concrètement, Tarek Mami? Alors, je pense qu'il faut donner d'abord un éclairage particulier sur cette affaire. Ce n'est pas le premier assassinat de journalistes palestiniens par l'armée israélienne. On a 2 chiffres en gros. 55 journalistes ont été tués depuis 2000. Et si on remonte à 1967, nous sommes à 75 soldats tués, journalistes tués dans l'exercice. De la plume. Oh, oui, donc 75 depuis 67, 55 depuis 2000. Et ça n'a pas fait ce bruit-là. Pourquoi ça n'a pas fait ce bruit-là? Parce que cette journaliste, elle est devenue le visage de l'information en Palestine. Et moi, il m'est arrivé de voir ces reportages, mais j'en ai beaucoup vu depuis 3 jours. C'est-à-dire, dans ces reportages, elle ne prononce pas de mots contre Israël, ou contre les Juifs, ou contre l'armée. Elle rapporte des faits. Elle est restée factuelle pendant 25 ans, ce qui est très rare. Et puis, j'ai vu des vieilles dames palestiniennes qui ont dit, on les a rencontrées sur le terrain, on était enceintes, et le jour de l'accouchement, elle est venue nous saluer, nous féliciter à l'hôpital, non pas parce qu'il y a un événement à l'extérieur, mais parce qu'elles nous ont rencontrés, qu'on accouche. Et le deuxième élément, c'est que les Palestiniens, probablement, mais surtout le reste du monde arabe, ont découvert qu'elle était plutôt de confession chrétienne et pas musulmane, alors que personne ne le savait. Et d'ailleurs, durant son enterrement, je crois que c'est des musulmans qui l'ont accompagnée. On y va, cher Christophe, justement, et c'est ça. Et donc, quand elle a été abattue par l'armée israélienne... On est sûr de cela aujourd'hui? Oui. Oui, Israël a dit qu'il s'agissait peut-être aussi d'une... Il y a deux Israël. Ouais. Il y a Israël, la politique, l'officiel, le Premier ministre, le ministre de la Communication, le porte-parole et le ministre de la Défense. Et vous avez Haaretz. Et je conseille, moi, les auditeurs de France Maghreb 2, de lire ce qu'a fait Haaretz en 3 jours. Tout à fait. Et Haaretz... Travail objectif. Elle explique que... D'abord, la balle qui a tué cette dame est une balle de dimension, moi je connais pas les armes, mais 5,5, et qui est tirée par un M16, qui est l'armée américaine. Parce que dans les accords de paix, entre guillemets, entre les... Qui est surtout l'arme utilisée par Israël, c'est pas l'armée américaine. Non, c'est une arme américaine. Il a raison. Utilisée la particularité, par l'armée. Attendez, parce que dans l'accord de paix, les armes que les Palestiniens devaient avoir fournies par les Américains aussi, était, j'allais dire, numéroté, on sait ce que c'est comme arme, et l'armée, en tout cas les Palestiniens, n'ont pas ce M16 comme arme, et donc ça ne pouvait. On pourrait toujours dire qu'un Palestinien aurait volé cette arme pour tuer cette dame, c'est pour ça assassinat, cher Christophe, mais l'endroit où elle était placée faisait que la grande association des droits de l'homme israélienne qui s'appelle B'Tselem a fait le chemin des journalistes et elle fait par le dessin que les manifestants palestiniens étaient de l'autre côté, j'allais dire, du quartier, et qu'un tueur palestinien n'aurait pu atteindre la journaliste à l'endroit où elle était. Et elle était sous un arbre connu à Jenin. Non, mais en dehors de Brassard, elle avait le casque, cher Christophe. Elle avait donc le gilet pare-balles. Avec mention presse. Et elle a été se placer dans l'endroit réservé à la presse par l'armée israélienne. Donc ceux qui se mettent dans cet endroit et sous cet arbre sont nécessairement
des journalistes ou des gens qui se font passer par des journalistes. Et c'est à cet endroit-là qu'elle a été tirée. Et quand elle a été tuée, assassinée, abattue, à côté d'elle, il y avait une autre journaliste dont on voit sur les vidéos la panique pour essayer de s'enfuir de cet endroit qui est devenu un piège. Et surtout, c'est dans cet endroit-là que le deuxième technicien qui l'accompagnait, qui s'appelle Ali Samoud, a lui aussi été touché par balle dans le dos. Et il explique que en ayant été touché dans la balle, en fait, il a vu une espèce d'ambre, il s'est tourné, sinon il aurait lui aussi ramassé la balle, soit dans la tête, soit dans le corps. Et cette déclaration, donc, elle fait partie donc de la déclaration donc de ceux qui étaient sur place. Et moi, j'allais dire spontanément, peut-être par parti pris, je le reconnais, je suis prêt à mieux soutenir et comprendre ce qu'écrit le journal Haaretz israélien de gauche, ce que dit la B'Tselem, donc qui est l'association des droits de l'homme en Israël, que ce que dit le ministre de la Défense israélien. Ouais. Et au départ, les Israéliens, essayé de dire que peut-être qu'elle a été touchée par une balle palestinienne. Et là, j'allais dire, les différentes autorités nationales et surtout les Américains sont intervenus pour demander cette enquête. Et chose rare, le Sénat américain hier a fait 1 minute de silence en mémoire de cette journaliste parce qu'elle est aussi américaine. Rappelons son nom, c'est important. Alors c'est Shirin Abu Akleh. En arabe c'est Abu Akleh. Et 2 éléments qui m'ont surpris de la part des Américains, c'est la représentante de l'ONU américaine de l'ONU qui a dit qu'elle a rencontré cette journaliste il y a quelques mois en Palestine et qu'elle a parce qu'elle était américaine aussi, et qu'elle a découvert et qu'elle a vu en elle une journaliste professionnelle et qu'elle est scandalisée à ce titre. 51 ans, je crois, là. 51 ans. C'est bien ça. Oui. Et le deuxième, c'est le porte-parole du département d'État, donc du ministère des Affaires étrangères, qui hier a été interpellé à 3 reprises par la presse et par Al Jazeera, et qui dit que notre position, elle est claire. On veut une enquête objective, approfondie, indépendante, de manière à ce que cette vérité sorte. Et c'est la première fois que les Américains font ça. Et moi, ça m'a rappelé, quand j'ai vu ça, chères auditrices, chers auditeurs, cher Christophe et mes autres collègues du plateau, tout de suite, je ne sais pas pourquoi, j'ai revu les images des petits jeunes Mohamed Dorra et j'ai été regarder les vidéos et j'ai été regarder les mêmes choses. Et là, je me suis dit, effectivement, une colonisation d'un peuple et d'un territoire restera toujours dans l'histoire de l'humanité une colonisation. Et donc, on ne peut pas y trouver des circonstances à tenir. Et je termine par 2 choses. Oui. Il y a vos collègues aussi, vous êtes au courant qu'il y a du monde aussi. Oui, non mais Christophe, j'ai dit hier dans un petit hommage de 2 minutes que je m'exprime à la fois comme journaliste, et ce n'est pas par corporatisme, et je m'exprime parce que sous le flux et le flot des informations de l'Ukraine contre lesquelles j'ai rien, et je précise tout de suite que la souffrance des Ukrainiens, du peuple ukrainien, ne doit pas être mise en miroir pour dénigrer ou mettre plus en valeur celle des Palestiniens. Un mort est un mort, une souffrance est une souffrance, mais je tiens en tant que journaliste, beaucoup plus que directeur de radio, à cet hommage, parce que je voudrais, et dans l'histoire de la culture arabo-musulmane, il y a un grand défaut, qui est le défaut de la transmission des mémoires. Et je salue notre ami Fawzi qui est là, parce que son reportage participe à cette transmission de mémoire. Et donc, moi, cet hommage, c'est pour la transmission de cette mémoire. 2 éléments pour en terminer. Le président palestinien, qui pour moi n'est pas un président, c'est un président à vie, dont le mandat s'est terminé en 2010, il n'y a jamais eu d'élection. Aujourd'hui, il a eu le courage, et je mettrai le courage entre guillemets, de dire qu'il ne collaborera pas avec les Israéliens pour l'enquête, et que dès que l'enquête est terminée, il l'enverrait donc au CPI, tribunal international, donc pénal international, lui qui s'est opposé pendant 10 ans à ce que la Palestine aille à ce tribunal. Donc ça veut dire que quelque chose s'est passé. Et la deuxième, c'est la Fédération internationale de journalistes, la FIJ, qui a décidé elle-même de prendre en charge cette enquête, entre guillemets, prendre en charge, pour saisir le CPI. Et la troisième chose, c'est que les journalistes palestiniens, et j'en terminerai là, cher Christophe, sont rentrés en contact avec les différentes organisations des journalistes à travers le monde pour créer une fondation, Shirin Abu Akleh,
et pour créer un prix journaliste à son nom, et la ville de Ramallah a décidé aujourd'hui de lui attribuer une rue. Donc je pense qu'aujourd'hui que cette journaliste abattue encore une fois par l'armée israélienne, par une division qui s'appelle Devendov ou un truc comme ça, par l'armée israélienne, rentre dans l'histoire. Et surtout, et la grande surprise, je la réserve bien sûr à vous tous et aux auditeurs, c'est la cérémonie de funéraire la plus importante en nombre de personnes présentes dans les villes et dans les rues depuis 1948. C'est-à-dire qu'elle a eu plus de gens qui ont participé à la cérémonie funéraire que Arafat lui-même, qui est quand même le symbole de ce pays. Voilà, cher Christophe. Emmanuel Dupuis, est-ce qu'il s'agit là d'une bavure de l'armée israélienne ? Écoutez, moi, j'en reste à une enquête indépendante. Je ne nie pas la responsabilité de l'armée israélienne, mais après tout, je n'étais pas sur place. Ce que je sais par contre, c'est que le nombre de journalistes qui sont tués reste trop important. Reporters sans frontières, il y a quelques semaines, a rendu son rapport, 50 journalistes morts en 2020, 53 journalistes morts en 2019, avec une proportion inquiétante de journalistes qui sont décédés en zone de paix. Ça, c'est une nouveauté. Habituellement, on avait l'habitude d'avoir des journalistes qui, évidemment, faisaient l'objet, non pas d'une attention particulière, mais qui risquaient leur vie en zone de conflit. Il y en a eu près de 6 ou 8 à vérifier déjà en Ukraine. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il se trouve que je collabore beaucoup avec Al Jazeera et il se trouve que je loue souvent l'objectivité, de manière permanente, l'objectivité et la grande qualité des journalistes d'Al Jazeera, quelle que soit la chaîne à laquelle ils appartiennent, Al Jazeera English, Al Jazeera Arabic ou Al Jazeera Mubasher, qui est la chaîne documentaire. Moi, j'ai une longue collaboration avec Al Jazeera, maintenant plus de 15 ans que je collabore avec eux. Et donc, évidemment, ils sont tous en deuil, ils sont tous très choqués, très marqués. C'était une journaliste vedette qui était une journaliste... des plus connues, je crois. Il y en a beaucoup. Hein. Et de terrain. Une des beaucoup d'eux, c'est pas. Il y en a beaucoup, des journalistes beaucoup connus. Son chef, qui s'appelle Walid Omari, est beaucoup plus connu, mais elle, je les avais vus, d'ailleurs, quand je m'étais rendu à Doha, comme nous étions vus, cher Tarek. Donc voilà, il faut évidemment s'incliner devant la mémoire de cette grande professionnelle, de cette grande journaliste, constater évidemment qu'il y a une mobilisation internationale. Outre le fait que les États-Unis aient demandé une enquête, la France aussi a demandé une enquête pour bien vérifier qui est responsable D'ailleurs, ce soir, de cette bavure. De toute façon, elle dort, entre guillemets, dans l'hôpital français. Ouais. De toute façon, quoi qu'il advienne, il se trouve que c'était une opération illégitime ou illégale de la part des Israéliens, puisqu'ils s'en prenaient à un camp palestinien. Ils étaient dans un camp palestinien, le camp de Jenin précisément. Qui avait été détruit déjà... Il y a 20 ans, rasé entièrement. Quelle que soit la responsabilité de la personne qui a tiré cette balle, le contexte en lui-même est critiquable. Et de toute façon, et c'est tout à l'honneur de la journaliste d'avoir couvert de manière pragmatique, de manière très cohérente ce conflit. Dernier point, Al Jazeera est aussi à féliciter par la couverture qu'il fait de la crise en Ukraine. C'est une des rares télévisions à pouvoir aller des deux côtés. On critique souvent le fait, notamment en France, soyons honnêtes, que nous ayons que des images et peut-être un parti pris, un biais, où l'on ne traite que de la question côté ukrainien. Al Jazeera, et c'est pour ça que je regarde Al Jazeera pour m'informer parmi les nombreuses sources d'informations fiables, a cette capacité d'être à la fois dans le Donbass, à la fois à Kherson, à la fois en Crimée, donc pour vraiment... Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ce qui n'est pas autorisé à tout le monde. Oui, aussi. C'est une des rares chaînes qui a le droit d'être des deux côtés. Voilà, donc je loue l'énorme travail journalistique de cette chaîne, domiciliée au Qatar. D'ailleurs, l'émir du Qatar, l'émir Al Thani, a lui-même demandé expressément qu'il y ait une enquête internationale qui soit diligentée le plus rapidement possible. Et dernier point, encore faut-il que les autorités israéliennes reconnaissent le caractère indépendant de ceux qui vont mener cette enquête. Ça ne peut pas être une enquête interne israélienne, ça ne peut pas d'ailleurs non plus être une enquête palestinienne. Il faut que ce soit Reporters sans frontières ou peut-être mieux Human Rights Watch qui fasse cette enquête. Moi, en 5 secondes, j'ai un petit regret. Hier, il y a eu un rassemblement à Paris, place de la République. C'était mercredi soir. C'était il y a 2 jours. Oui. Rassemblement donc des journalistes. Des citoyens. Il n'y avait aucun grand journaliste connu français. Il n'y avait aucune chaîne de télévision française. Il y avait les représentants d'Al Jazeera.
Non, mais je m'en fous de Al Jazeera. Mais il n'y avait pas CNews, pour faire simple. Il n'y avait pas LCI. Il n'y avait pas BFM. Un journaliste, c'est un journaliste. Donc, je ne veux pas aller plus loin. C'est passé à la trappe, il faut le reconnaître. Aucun journaliste qui parle des droits de l'homme et des droits des journalistes partout dans le monde, aucun média français, pour faire simple, parce que n'était présent. Il y avait 3 médias présents, un média algérien, un média marocain et un média Al Jazeera, ce qui est normal, et quelques journalistes à titre individuel dont je faisais partie. Et il faut parler aussi de la dépêche d'RSF qui était vraiment, à mon goût, très timide. Alors, on en reparle dans un instant avec Spine Tefour aussi qui nous donnera son avis. J'aimerais qu'on parle un peu d'Al Jazeera parce que c'était une chaîne qui était très en vogue à l'époque, très très regardée. Je crois qu'on parle d'1 milliard de téléspectateurs dans le monde à l'époque. Un petit peu moins. Des millions. Non mais si, c'était. Non mais ça veut dire qu'il y avait 1 milliard de personnes qui parlent arabe. C'est vrai qu'elle est très regardée. Elle est toujours. Elle est arrivée à 250 millions de téléspectateurs avant la guerre de Syrie, d'Irak et de Tunisie. Voilà, on en reparlera dans un instant. Reste avec nous encore quelques minutes, mon Fauzi, puisqu'après tu dois te rendre, je le rappelle, tout à l'heure à 18h15 à Aulnay, au théâtre Jacques Prévert pour la diffusion en avant-première du document Le Galion. C'est ce soir et c'est à Aulnay, à tout de suite. C'est la suite du LGF sur France Maghreb 2, l'émission de référence avec et en ce vendredi 13 mai. Oui, c'est le vendredi 13 d'ailleurs, une journée qui porte chance pour certains, un peu moins pour d'autres. Allez jouer au loto, quoi. Oui, pas très... Tous ces pas, les manuels. Pas très halal tout ça, monsieur Mami. Tarek Pami est avec nous, Emmanuel Dupuis et Spain, t'es pour Spain. On parlait d'Al Jazeera, évidemment, cette chaîne qui est très, très regardée. Alors j'ai évidemment exagéré sciemment le nombre de téléspectateurs qu'elle a pu avoir lorsqu'elle était à son summum dans ses débuts. Une chaîne très remarquable aussi, et qui a baissé en intensité, fortement d'ailleurs, avec la guerre en Syrie. Après les fameux printemps arabes. J'allais le dire, mais sauf que j'ai pas droit au chapitre, donc. Spain. Oui, Christophe. Al Jazeera. En fait, Al Jazeera, comme vient de le dire Tarek, elle a perdu un peu de sa crédibilité durant les printemps arabes, parce qu'à un moment donné, il y a eu quand même une subjectivité de leur part. Donc, la couverture des printemps arabes a poussé plutôt les intellectuels arabes à dire que les printemps arabes ont été fomentés par des puissances occultes. On les connaît pas. Toujours est-il que dans le monde arabe, on parle de même si au-delà de tout complotisme, parce que généralement, quand on tient ce genre de discours, on est automatiquement taxé de complotiste. Mais toujours est-il, il y a eu quand même des conférences dans des universités, comme par exemple en Algérie. Il y a eu donc une conférence qui a donc mis les projecteurs sur l'implication justement de cette chaîne qui pour un grand nombre d'intellectuels est complice de ce qui s'est passé en Syrie, et notamment en Libye, parce que depuis la mort de Kadhafi, il y a un grand nombre qui a donc cessé de regarder donc cette chaîne, et en plus il y a les journalistes vedettes. Est-ce que Tarek, une minute, il y a des journalistes vedettes qui ont quitté. Il y a Hassan Benjedou, l'actuel directeur d'El Mayadeen, une chaîne concurrente libanaise, qui reste quand même objectif en termes d'information. Et vous avez aussi Sami Klaib aussi, qui était donc un journaliste très très connu d'Al Jazeera, qui est donc passé à Al Mayadeen, et puis aussi il a quitté Al Mayadeen pour des raisons... de la télévision arabe. Absolument, ouais. Donc, on va dire que le Jazeera avait justement perdu donc de son aura par rapport à ce qui s'est passé dans le sillage des printemps arabes. On l'a accusé notamment d'avoir tourné des scènes qui devaient avoir lieu, par exemple en Libye. En Algérie aussi. Des scènes qui ont été tournées ailleurs. Surtout, elle a fait tomber le régime de Kadhafi en Libye avant même que le régime ne tombe. Et je me rappellerai, moi, c'est pourquoi je regarde plus la télévision, cher Smaïn, c'est que quand il y a eu une manifestation en Tunisie il y a 2 ans, plutôt pour Nada contre Kais Saïd, ils ont osé diffuser les images de l'enterrement des militants tunisiens Chokri Belaïd. À l'époque, toutes les rues de Tunis étaient pleines. Et il diffuse ces images-là, sans écrire images d'archives, et le commentateur dit, regardez comment les Tunisiens descendent aujourd'hui dans la rue contre Kais Saïd. Et donc, quand on arrive à ces gens-là, ce qui n'empêche que cette journaliste a eu donc, j'allais dire, toute la possibilité pour travailler pour Al Jazeera en Palestine. Et donc, sur ce point-là, on ne peut pas reprocher à Al Jazeera la couverture de ces journalistes qui sont un travail excellemment fait sur le terrain en Palestine. Alors, Fauzi, tu nous parlais du communiqué de Reporters sans frontières.
Effectivement, hier j'ai eu accès à ce communiqué. Alors en substance, grosso modo, il condamne le décès. Voilà, la mort. Je ne sais même pas s'ils ont qualifié ça d'assassinat. Non, 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 pas du tout. Ils ont tardé d'ailleurs à prendre ce communiqué. Moi, j'ai suivi ça hier de très très près. Et ça aurait été un autre journaliste dans un autre contexte, dans un autre pays, où là, tu aurais des centaines de milliers de personnes partout. Et là, parce qu'il s'agit de Shirin Abu Akleh, c'est autre chose parce qu'il considère peut-être qu'elle a un parti pris. Alors qu'en réalité, nous tous ici autour de ce plateau, nous savons qu'elle était d'une grande objectivité, qu'elle était d'un grand professionnalisme, et surtout qu'elle était vraiment aimée et appréciée de ses concitoyens. Ouais. Est-ce qu'on peut craindre vis-à-vis de ce qui s'est passé, donc de cette journaliste qui a été assassinée, Emmanuel Dupuis, est-ce qu'on peut craindre un embrasement de la région? Non. Si tant est qu'il fallait un prétexte, parce que malheureusement... Non, je crois que l'embrasement a commencé justement avant elle a commencé au moment où les troupes israéliennes ont envahi le camp de Jenin. Je ne crois pas qu'il y ait un embrasement à attendre. Le Qatar ne va pas rentrer en guerre contre Israël. Mais la réaction de la population, j'ai envie de dire, qu'il a pour le coup, en s'attaquant à une journaliste hyper connue, d'une chaîne très connue. Oui, enfin je crois... Un symbole, limite. Oui, mais justement, encore faudrait-il que le Qatar ait soutenu ardemment la cause palestinienne, ce qui n'est pas le cas durant les dernières semaines. Il faut rentrer quand même aussi dans un autre complexe et d'une autre configuration, où il y a quand même, de la part d'Al Jazeera, une identification à la politique étrangère menée par le pays qui l'héberge, le Qatar. Et donc il y a aussi de la part, et là aussi c'est assez intéressant de voir que ni les Émirats, ni Bahreïn, ni d'autres États ont été aussi prompts à dénoncer la situation ou évoquer ou à rendre hommage à la journaliste. Je rappelle qu'il y a aussi une dimension économique dans tout ça. Depuis qu'Al Jazeera a été lancé, il y a maintenant désormais une très vive concurrence. Al-Oura, Al-Sharq, Al-Gad TV, qui ont toutes été créées, Al-Siak, ont toutes été créées, soit sous l'égide de l'Arabie Saoudite, soit sous l'égide des Émirats Arabes Unis, soit même du gouvernement américain. Ouais. Al-Oura. Vous avez oublié l'Arabia, qui est la concurrente directe. Non, c'est pas la concurrente directe. La concurrente directe, c'est Al-Oura, qui a été créée par le gouvernement américain, justement pour essayer de récupérer... Hurra, pas l'Oura. Si vous voulez. Hurra, c'est la libre ou la liberté. Al-Oura. Ou la chaîne de Achar qui a été créée par Bloomberg, la chaîne Bloomberg. Donc ça, ce sont les vraies concurrentes d'Al Jazeera. Al Arabiya, c'est une chaîne qui est la chaîne de l'État saoudien, c'est pas tout à fait la même chose. Et il y a le Mayadeen qui a été cité, qui est créé par les dissidents d'Al Jazeera. Ou Mohamed Ben Salman qui a créé une chaîne qui s'appelle Al-Saki. Alors, j'ai le communiqué de RSF. Le mot assassinat n'existe pas parce qu'ils sont sur une ligne très très prudente. Alors, le titre c'est Israël-Palestine, RSF exige une enquête indépendante sur la mort brutale de la journaliste. Donc, d'Al Jazeera, Shirin Abu Akleh. En arabe, c'est Akleh. Et alors qu'elle couvrait, écoutez les mots qui sont très bien pesés pour quelqu'un qui ne veut pas prendre position, alors qu'elle couvrait des affrontements dans le secteur de Jenin, en Cisjordanie, Shirin Abu Akleh, journaliste très connu de la chaîne Al Jazeera, a été tuée le mercredi. RSF dénonce cette infraction au code cette infraction sur la protection des journalistes, et elle rajoute, elle s'est effondrée d'un coup. Selon les témoins, au moment où elle a été touchée, elle portait son casque et son gilet pare-balles. Ouais, effectivement, Fawzi, tu as raison de poindre, en tout cas de pointer du doigt ce communiqué qui me paraît assez timide. Mais est-ce que tu sais à quelle heure il a été pondu ce communiqué, Christophe? Non, je ne sais pas, non. Parce que moi j'ai suivi cette affaire de très près, j'étais parmi les premiers à avoir donné l'information donc du meurtre de la journaliste. Je l'ai fait, il était à peu près 8h moins quart du matin. Et c'est la chaîne El Mayadeen qui avait donc donné l'information. C'est Al Jazeera, bien qu'elle soit donc journaliste de cette chaîne, elle était la deuxième à le savoir, contrairement à Al Mayadeen. Donc je ne fais pas là la promotion d'Al Mayadeen, bien sûr. Mais toujours est-il, j'ai suivi cette affaire de très très près. D'ailleurs, j'ai même tweeté
par rapport justement à Amnesty International, pas Amnesty, Reporters sans frontières internationales, qui avait justement mis sur, si vous voulez, sur son portail le procès d'un journaliste algérien, alors que la palestinienne, elle était donc morte et plutôt assassinée. Et c'est comme si c'était pas donc une information d'une grande ampleur. Quand on voit un journaliste algérien de Boumerdès, qui devait donc passer devant le tribunal correctionnel pour soi-disant diffusion de fausses informations, et qu'on passe à la trappe une information de cette taille, il y a de quoi se poser des questions. Quand on voit que le communiqué il a été donc pondu à peu près, je dirais sans exagérer, 8 heures après. Donc, c'est quand même, il y a des questions à poser. Quand on est donc Reporters sans frontières, on est supposé défendre corps et âme les journalistes, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur religion. Et c'est ça qui fait que hier, vraiment, Christophe, je parle avec émotion, j'étais dans tous mes états hier. Sur le tweet de France Maghreb 2, j'ai écrit, donc moi, vers 8h du matin, et j'ai donné toutes les informations, c'est-à-dire l'information des journalistes palestiniens présents, mais aussi le communiqué de l'armée israélienne, parce que je veux que chacun puisse lire et comprendre, mais aussi l'extrait de France 24 et du Monde, du journal Le Monde, qui ont pris ce mot assassiné, mais aussi la position du président palestinien et de l'émir de Qatar, de manière à ce que les 4 sources contradictoires apparaissent sur le tweet à 8h30 à peu près. Dans un instant, pour terminer sur cette actualité triste, malheureusement, on peut aussi élargir la question au sort des Palestiniens, et notamment de ce qui se passe du côté de la mosquée Al-Aqsa, avec ses tentatives et aussi ses provocations ultimes de la part d'Israël de vouloir entrer régulièrement avec ses colons sur la mosquée d'Al-Aqsa. On a vu des scènes durant le Ramadan qui étaient terribles, je veux dire des scènes de guérilla à l'intérieur même de la mosquée Al-Aqsa, des tirs. Ça s'est passé évidemment en Palestine sous un silence sourd et aveugle de la communauté internationale. Et c'est vrai, il va falloir qu'on en parle un jour, mais qu'on dise des choses et qu'on les nomme. Il y a des pays comme Palestine qui résonnent comme avec un boycott limite que l'on produit dans les médias occidentaux. On en parle dans un instant. Fawzi, tu restes encore quelques petites minutes avec nous. Hein, je sais que la circulation du vendredi soir... Ça va, je suis en avion. T'es en avion, ça va. Alors restez avec nous sur France Maghreb 2. Le LGF se poursuit dans un instant. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, émission de référence en ce vendredi avec Tarek Pami, Emmanuel Dupuis et Smaïn Tefour ainsi que Fawzi qui nous propose de venir à Aulnay-sous-Bois ce soir pour parler de Galion. Le Galion, on y va, on y va 3000 à 18h15. Il va falloir qu'on fasse vite, 18h15. Tarek, on termine à 18h. C'est vrai qu'on sera très rapide. On prendra le même avion alors. Ça aura commencé. Fawzi qui est encore un petit peu avec nous. J'aimerais qu'on parle un petit peu du traitement avant qu'on parle un peu plus de la Palestine en général, mais du traitement de la presse occidentale vis-à-vis de la mort, de l'assassinat, employons les mots tels qu'ils sont, l'assassinat de cette journaliste d'Al Jazeera. Est-ce qu'on peut parler d'un traitement occulté, d'un traitement, habituel, ou est-ce qu'on en a fait un peu plus, étant donné que les États-Unis ont condamné, c'est important aussi tout ça. Le traitement de la presse, Emmanuel Dupuis, vis-à-vis de tout ce qui concerne la Palestine, il faut le dire, c'est un peu occulté quand même. Alors c'est occulté en France, c'est pas forcément occulté dans d'autres pays européens. Oui, en l'occurrence on parle de la France, il y a une vigilance, dans le pays dans lequel on vit. Il y a une vigilance certaine. Néanmoins, j'élargis la question. Oui. Les questions internationales, ou les conflits oubliés, ou les conflits résilients sont peu propices à l'opinion, ou comment dire, à la... Je termine ma phrase, vous allez réagir après, Tarek. Sont peu propices à une mobilisation médiatique. Et puis, de toute façon, une actualité en chasse une autre. Depuis maintenant 78 jours, 78, je ne me trompe pas, 79 jours, pardon, nous sommes dans une actualité qui happe toutes les autres, ou qui sape toutes les autres. Donc oui, il y a un exercice médiatique qui est critiquable. Néanmoins, je vous invite à regarder et à écouter RFI, Monte Carlo. Je vous invite à regarder France 24 et vous verrez qu'ils sont beaucoup plus équilibrés que d'autres chaînes. Alors, l'actualité internationale, sauf pour l'Ukraine. Vous dites,
l'actualité internationale en général, les conflits résilients. Sauf pour la deuxième chose, l'actualité... Je comprends pas, sauf au week-end, c'est-à-dire quand vous dites l'actualité internationale, en gros, n'a pas grande place dans les médias français et résilients. Oui, je rajoute, sauf l'actualité ukrainienne depuis 79 jours. Je l'ai dit. Bon, non, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais bon, vous si, m'avez compris, en général, comme dit l'autre. La deuxième chose, c'est que vous avez raison de dire qu'une information nouvelle chasse l'autre, sauf que cette information nouvelle de l'assassinat de cette journaliste n'a pas chassé l'Ukraine, ne serait-ce que pendant 6 heures de suite. Par contre, là où je peux mettre... C'est pas mis en édition spéciale, quoi. Sauf sur France 24. Non mais attendez, alors je peux te rentrer dans le détail. Monte Carlo n'est pas écouté en France. RFI n'est écouté qu'à Paris. Donc si Paris c'est la France, RFI n'a parlé. Donc restons sur le global. Par contre, j'amènerai peut-être une nuance. Cette actualité de l'assassinat de cette journaliste n'a pas eu ce qu'elle doit avoir comme temps d'antenne sur les télévisions d'information continue. Par contre, la presse écrite française, Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, ont donné de la surface et de l'explication. Le Monde, il a parlé d'échange de tirs. Non, mais qui est quand même grave. Non, mais après, c'est quand même grave. Non, il a changé, il a fait comme Israël. Et en tout cas, dans l'armée israélienne, dans la presse écrite française, on a aujourd'hui quelques articles qui expliquent qui est, notamment Chérine, et c'est en soi une bonne chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, en France, nous sommes, j'allais dire, j'aime pas le mot intoxiqué, mais nous sommes informés, pour ceux qui regardent beaucoup la télé, par les télévisions d'information continue, beaucoup plus que par la presse écrite, et c'est pas les mêmes publics qui regardent. Donc c'est ça la nuance. C'est votre choix aussi de vous informer qu'aux chaînes d'information continue. Non mais jusqu'à preuve du contraire, ils ne font pas la loi. Vous avez le droit de regarder d'autres chaînes. Ils font aujourd'hui. Et il faut regarder d'autres chaînes. Non mais quand vous regardez. J'ai l'impression de m'adresser à mes étudiants quand ils me disent ça. Je dis écoutez. Ne regardez pas que BFM et allez sur France 24 et d'autres chaînes. Aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, les gens suivent le buzz, les réseaux sociaux et donc ces trucs-là, et que la majorité des gens. C'est pas la peine de le dire, Tarek, on s'en fout. Vous devriez dire à vos étudiants qu'ils devraient s'imposer de regarder 2 ou 3 fois par semaine Arte ou d'autres chaînes que le français ne regarde pas. Je veux dire, c'est un constat. Ne vous focalisez pas sur une chaîne. Il se trouve que ce serait trop simple de dire que toute l'information qui est bonne à analyser ou à décrypter vient d'un paquet de chaînes. Il y a énormément de chaînes. Dans notre vigilance, dans notre intelligence, qui est forcément une intelligence contradictoire, nous devons nous sourcer différemment. Et donc moi, comme d'autres, on regarde autant les chaînes étrangères qui, je rappelle, sont certes étrangères, mais elles sont diffusées en France, et rien ne vous empêche de les regarder. Sauf RT Reçu. Sauf RT, qui a été coupé dès le premier jour. RT, si vous voulez. RT, regardez le monopole de l'information. RT, si vous voulez. Enfin, ceci dit, vous pouvez le regarder via VPN. On va pas tarder de revenir, je vous donne l'information. Vous pouvez le regarder via VPN. Ça, c'est un autre problème. Oui. Mais ça, la question n'est pas là. La question est que vous avez maintenant une possibilité de regarder toutes les chaînes, et donc de nouveau un appel à l'intelligence, j'allais dire intuitive, non pas collective, intuitive de chacun. Sourcez-vous différemment et vous verrez le monde différemment. Mais en fait, c'est tout simple en fait comme explication. C'est que en France, on considère que par exemple un événement qui aura lieu aux États-Unis sera beaucoup plus traité que la même chose, voire même pire parfois, j'avais pas à Bagdad ou en Afrique. Vous voyez, et quand je cherche à savoir pourquoi, on me dit parce que finalement le français sont plus proches d'un Américain que d'un Irakien. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que, en tout cas, les chefs de rédaction pensent. Et c'est comme ça que ça résonne et ça fonctionne. Oui, enfin, encore une fois, ça dépend des chefs de rédaction. Ça dépend aussi de la culture d'une chaîne. Si une chaîne a une vocation internationale, évidemment, ce qui se passe aux États-Unis est aussi important ou doit être mis au même niveau que ce qui se passe sur le continent africain. Encore une fois, il ne faut pas se tromper. Les chaînes d'information continue ne sont pas des chaînes d'actualité internationale. Ouais. Il n'y a pas la même culture d'entreprise, si j'ose m'exprimer ainsi. Ouais, c'est vrai. Alors, oui, c'est essentiel même. Smaïn, revenons un peu sur ces provocations survenues pendant du Ramadan, évidemment, avec l'armée israélienne et ces colons qui sont venus et qui le font d'ailleurs assez régulièrement, mais ce fut le cas encore pendant le Ramadan, perturber, j'ai envie de dire, le Ramadan, les prières, et je vois même d'ailleurs ces images en pleine prière où il y a des tirs, des échanges de tirs à l'intérieur. Ils ont été évacués carrément. Ils ont été évacués. Ces scènes-là ont lieu et personne ne dit rien. Tout le monde trouve ça normal. Quand il s'agit d'Israël, malheureusement, il faut le dire, Christophe, franchement, quand il s'agit d'Israël, surtout en Occident, on a beaucoup plus tendance à être prudent et on choisit les mots soigneusement.
le traitement de l'information n'est pas le même qu'avec les autres pays, il est vrai, il faut le reconnaître. Pourquoi ? Parce que si on ose dire certaines vérités, on est susceptible d'être donc poursuivi en justice, dès lors où il existe, comme par exemple la loi Guesso-Fabius, qui taxe toute personne qui critique la politique israélienne d'antisémite, parce que là on est dans la confusion totale quand même. Et si tu permets, Christophe, je voudrais revenir juste sur le meurtre de la pauvre journaliste Shirin Akleh. Au fait, il ne faut pas oublier que cette dame a été donc assassinée, donc c'est un crime de guerre. Il faut le qualifier autant que tel selon la Convention de Genève. Il y a aussi un autre détail qu'on n'a donc pas vraiment cité ici en France, c'est que il y a eu 3 balles quand même qui ont été logées dans l'arbre derrière lequel s'abritait la pauvre Shada Hashaini, la petite journaliste de 30 ans qui travaille pour Ultra Palestine. Et cette jeune journaliste avait donc livré son témoignage avec Ali Samoudi, qui a été le premier visé par le tir. D'ailleurs, Shirin, paix à son âme, voulait justement lui porter assistance, et à ce moment-là qu'elle a été visée. Et quand on a donc des témoins oculaires, on ne peut pas nier un crime aussi odieux, parce que là, il s'agit d'une exécution, une exécution sommaire. Donc, il ne faut pas la qualifier autrement. Voilà. Donc, pour revenir à Al-Quds, Christophe, ou plutôt à la mosquée d'Al-Aqsa, il est vrai que ça constitue quand même la pomme de discorde entre les deux communautés religieuses, à savoir les musulmans et les juifs. Les juifs veulent donc ressusciter le temple de Salomon qu'on peine à trouver. Pourquoi les archéologues, même des archéologues israéliens, donc peinent à trouver. Ils reconnaissent eux-mêmes qu'il n'y a pas de traces. Ils ont fait des fouilles d'ailleurs. Absolument, ils ont fait des fouilles. Qui sont aujourd'hui un problème parce que en cas d'un séisme éventuel, la mosquée pourrait s'effondrer. Mais ça risque de s'effondrer. Pourquoi ? Parce que actuellement, on est en train de creuser dans les dédales. Et c'est ça qui fait que maintenant, la mosquée d'Al-Aqsa risque à tout moment de s'effondrer. Et c'est ça qui fait. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours de Hassan Nasrallah. Il y a 2 ou 3 jours, il avait parlé justement... Chef du Hezbollah. Oui, le chef du Hezbollah, pardon, le secrétaire général du parti qui est qualifié quand même de terroriste. Par certains. Oui, bien sûr, pas par la communauté européenne, mais par certains pays. Oui. Donc, le Hezbollah, donc le secrétaire général, avait mis en garde les Israéliens. Il leur a dit, s'il arrivait quoi que ce soit à la mosquée, on est là. Ouais. Donc, c'est une menace directe, je crois, et je pense qu'il faudrait... Et c'est pas ça qui va apaiser les esprits, de nous faire nous projeter dans un avenir... La mosquée d'Al-Aqsa que vous avez visitée, Tarek ? À plusieurs reprises, 3 ou 4 fois. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a découvert il y a quelques années que sous la mosquée Al-Aqsa, il y a une grande salle, une autre mosquée souterraine, qui en fait a été créée du temps de Saladin pour pour recevoir les chevaux et les animaux en sous-sol. Et après, donc, elle a été enterrée, on ne sait pas dans quelles conditions, et elle a été redécouverte. Et les Palestiniens ont mis beaucoup de temps et d'énergie, parce qu'ils n'avaient pas le droit de faire rentrer le ciment, les pierres et tout ça, pour la reconstruire et en faire donc une nouvelle salle de prière souterraine. Celle-là, je ne l'ai pas visitée parce que je n'ai pas encore eu cette occasion, mais c'est une très très grande salle. Par contre, j'ai visité les 2 mosquées, parce qu'on parle toujours de la mosquée de l'Aqsa. En fait, sur l'esplanade, il y a 2 mosquées. C'est un esplanade avec plusieurs mosquées. Il y a deux grandes salles mosquées. d'Abraham, non ? Non. Il y a la mosquée Al-Qabli, donc celle qui est en direction de la Mecque. Et il y a la mosquée donc Al-Aqsa. Et moi, j'ai eu le plaisir et l'honneur de visiter toute l'esplanade. Et je suis rentré dans les bureaux directeurs de la mosquée avec lequel j'ai beaucoup échangé. Et j'ai fait à peu près toutes les portes. Il y a plusieurs portes pour accéder à cette mosquée et à Jérusalem. Et donc, il y a la fameuse porte Bab al-Amoud ou la porte de Damas que tout le monde voit sur les images. Et il y a la fameuse porte de Bab al-Maghriba, non ? De Maghrébin. Ouais. Et je vais vous raconter en 2 minutes son histoire. C'est une porte qui a été créée... Il se croit sur Arte, Tarek Pavi. Ils sont France Maghreb 2 ici, M. Pavi. Bon... En tout cas, cette porte a existé, et tout ce quartier qui s'appelle le quartier des Maghrébins a été détruit en 24 heures le lendemain de la victoire israélienne de juin sur la guerre de 6 jours. Et aujourd'hui,
la porte porte toujours le nom, mais tout le quartier est détruit et a été reconstruit en majorité en faveur donc des colons israéliens. Et celui qui ne connaît pas l'histoire, cher Christophe, de n'importe quelle partie du monde, ne comprend pas quand quelque chose arrive après. Parce que ce qui nous arrive aujourd'hui... Il ne faut pas tout connaître non plus. Hein. Non, mais il faut connaître l'essentiel. Il y a un quartier qui s'appelait le quartier des Maghrébins. Absolument. Donc ceux qui sont venus assister à Saladin. Avec Saladin, contre les croisés, ce n'était pas contre les juifs. Et donc ce quartier est détruit, il a gardé le nom, mais il a perdu tout le reste. Et donc, et elle, alors l'autre, un autre élément que j'ai découvert moi-même, parce qu'on regarde la journaliste, on s'en fiche de sa vie, donc elle est vivante. Et là, on a découvert que cette journaliste donc, est née à Jérusalem, Al-Quds, et elle sera enterrée demain à Jérusalem. Dans un cimetière paradoxe de l'histoire pour les chrétiens et qui s'appelle le cimetière de Sion. Ah oui. Sur la colline. Sur la colline. Alors, regardez les paradoxes de cette ville d'extraordinaire. Ouais. Et donc, tout ça, ce sont des éléments à connaître et ça permet, quand on connaît, d'apaiser aussi les haines grandissantes, j'allais dire, de part et d'autre pour être un petit peu dans l'objectivité globale, mais surtout celle décolonisée par le colon, parce que ce pays, si on avait tous suivi, ou s'ils ont, eux, tous suivi les décisions de l'ONU en 48, on aurait eu 2 États. Je rappelle à la France qu'il y a toujours un avocat franco-palestinien qui est en détention. Jusqu'à fin juin, et il risque d'être expulsé fin juin avec retrait de ses papiers et de nationalité. Salah Hamouri. Tout à fait. Voilà. Et on n'oublie pas parce qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, évidemment. Non, mais c'est un dossier compliqué. Oui, oui. Mais je ne sais pas quand des hommes sages de part et d'autre, et notamment à l'international, vont s'asseoir pour dire 70 ans. Bon, ça suffit. Aujourd'hui, on revient à un principe simple qui a été tracé par l'ONU. 2 États qui vivent côte à côte en sécurité. Et comme les choses ont beaucoup bougé, peut-être un État central, fédéral, avec tous les citoyens, mais avec des obligations un peu comme la Belgique ou la Suisse ou ailleurs, une espèce d'État fédéral dans le monde, tout le monde reconnaît. En tout cas, Tarek, la mort de Chérine, elle aura permis au moins de remettre sur la table le dossier palestinien. Parce que Christophe l'avait dit dans l'émission d'hier. Je ne l'ai pas entendu. Il avait dit, je ne sais pas si c'était dans l'émission d'hier ou d'avant-hier. C'était avant-hier. Il a dit, c'est malheureux qu'on faille arriver à la mort d'une femme journaliste comme celle-là pour mettre au devant de la scène. Pour se rappeler qu'il y a un drame qui s'appelle le drame palestinien. Absolument. Ouais. Il faut dire que c'est l'Ukraine qui a occulté un peu ce... Non, mais... Alors, on en parlera dans un instant. L'Ukraine, c'est pas 70 ans. Hein. Alors, Fawzi, il y a des soirs comme ça, c'est tous les jeudis sur France Maghreb 2, évidemment, à 20h. Et c'est tout à l'heure aussi, Fawzi, donc à 18h15, dans à peu près un peu plus d'une heure, à Aulnay-sous-Bois, un peu moins d'une heure, pardon, à Aulnay-sous-Bois, au théâtre Jacques Prévert, pour la diffusion en avant-première du documentaire Le Galion, c'est dans la cité des 3000, à Aulnay, Galion qui, on rappelle, n'existe plus aujourd'hui. L'occasion de le faire ressusciter. C'est un petit peu comme Renaissance, côté politique, du côté de la Macronie. Là, c'est image d'archives, évidemment, et recréer son histoire. Il y a surtout des interviews de personnes qui racontent leur mémoire. C'est ça. Alors, il y a des interviews, il y a aussi quelques images d'archives qui sont les miennes, puisque j'ai commencé, j'avais tourné il y a une dizaine d'années les immeubles et le quartier, que j'ai conservé précieusement. Bon, alors, on te retrouve jeudi prochain sur France Maghreb 2. Mon cher Fawzi, t'as vu le Grand Forum? Bon, voilà, ça parle politique. Je suppose que dans ton émission, on parle un peu moins de politique. Ça parle entrepreneuriat, ça parle... Ça crée. Voilà. Nous ici on débat et toi tu crées. À chacun son truc. Je peux me mettre aussi à la politique si vous voulez. Écoute, avec grand plaisir, t'es le bienvenu ici, t'es chez toi. Le Grand Forum t'accueille quand tu veux, mon Fawzi. Je te remercie. Mais tu sais, par contre, il y a un truc qu'il faut que tu fasses, c'est un peu plus t'imposer. Parce que dans le LGF, surtout le vendredi, quand il y a l'équipe là, si t'arrives pas à t'imposer, c'est dur. On est tous d'accord. C'est le cas de dire. C'est le cas de dire. Tarek est un passionné, on laisse parler. Il faut les sujets polémiques. Ça arrive, t'inquiète. Parlons du Premier ministre. Oui. Merci Fawzi, en tout cas, et on te laisse prendre ta moto, direction Aulnay, 18h15. Bon Fawzi, à très bientôt en tout cas, ravi de te recevoir. Dans un instant, on va parler un peu de politique nationale avant de partir en Ukraine. Et avant de parler, moi, là aussi, d'un traitement médiatique qui m'exaspère un peu, je dois le dire, et peut-être pas que moi d'ailleurs.
sur le fait que si on en croit la presse française, la Russie a perdu la guerre. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que c'est vraiment le cas? On fera le point, mais avant j'aimerais qu'on parle un peu de politique parce qu'on approche quand même d'une échéance importante qui s'appelle les législatives, les 12 et 19 juin prochains. Et on connaît maintenant, un tant soit peu, les différents candidats des différents partis, entre la NUPS, entre le parti Renaissance qui en fait se sont regroupés sur un groupe qui s'appelle Ensemble, alliant donc Renaissance, Horizon de Édouard Philippe et le MoDem. Et on connaît aussi un peu les LR, on connaît aussi, bon, les autres on s'en fout. Non, enfin, je veux dire, le Rassemblement National, machin. On sait que maintenant Zemmour est candidat à Saint-Tropez. Voilà, sachez-le. Reconquête. La Reconquête. Lui-même qui a été, comment dirais-je, acquitté hier en justice. Alors, juste la Reconquête suppose qu'il y a eu une première conquête. Ouais, c'est ça. J'ai cherché la première conquête, je l'ai pas encore trouvé. Vous n'avez pas trouvé. Dans un instant, on est de retour très vite sur France Maghreb 2 pour un peu de politique nationale avant de partir en Ukraine. Restez avec nous. C'est le LGF, le grand forum jusque 18. C'est la suite du LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous avec Emmanuel Dupuis, Ismaïn Tefour et Tarek Mami pour parler maintenant un peu de politique intérieure, politique française et ces législatives qui pointent bientôt avec ces candidats qui sont plus ou moins connus, ces circonscriptions. On en parlait d'ailleurs hier dans cette émission. Beaucoup, et là c'est pas propre à un parti, mais ça concerne tous les partis en général, beaucoup de parachutage qui sont dénoncés d'ailleurs par beaucoup. Tiens, Emmanuel Dupuis, sur les législatives, là, comment tu vois la chose entre celles et ceux, ou en l'occurrence un qui veut être Premier ministre, et les sondages? Déjà, il y a quand même deux choses bien différentes. Il y a une réalité aussi de la politique qui veut que il y ait une dynamique qui soit au rendez-vous à la suite de la présidentielle qui a été remportée, on le rappelle. Et d'ailleurs, c'est ce soir minuit que débutera le second mandat du président Macron, qui est le seul à être réélu, j'ai envie de dire, sans cohabitation dans la Ve République. C'est déjà en soi une première historique en soi. Les législatives, comment tu vois les choses un petit peu, Emmanuel Dupuis? L'échiquier politique qui nous est proposé. Bon, déjà, il y a une dynamique que tu as raison, que vous avez raison d'évoquer, cher Christophe, mais enfin une dynamique qui correspond aussi à une réalité institutionnelle. Le Premier ministre est souvent, la plupart du temps, depuis maintenant, depuis le début de la Ve République, issu du parti qui gagne les élections, et non pas le parti qui a gagné en crédibilité, c'est-à-dire le troisième bloc dont se revendique Jean-Luc Mélenchon. Mathématiquement, j'ai sous les yeux plusieurs projections, il y a peu de chances que la majorité absolue, je rappelle, 577 députés, majorité absolue, 288 plus 1, 289. Il faut donc que la NUPS, la nouvelle Union populaire, le président oublie souvent écologie et sociale, en parlant que de la nouvelle Union populaire, c'est bien la nouvelle Union populaire écologique et sociale, fasse 289 députés. Je vois pas comment... Social et pas socialiste d'ailleurs. Social, j'ai pas dit social. Pas pour vous, parce que le Parti socialiste dit... non, c'est social, c'est comme ça, c'est le nom, j'ai sous les yeux, c'est le nom. Alors, les dernières projections lui donnent au mieux 98, c'était déjà énorme. Je rappelle quand même que la France insoumise a 17 députés. Donc, ce n'est pas que des députés de la France insoumise, mais que si on agglomère... En gros, le bloc global serait autour de 70 aujourd'hui. Oui. Socialiste, le tout. Et il gagne une trentaine de députés. Jusqu'à, dans les derniers sondages, jusqu'à 130. Donc, il multiplierait par 3. Ouais. Mais en aucun cas, cette majorité absolue... Je rappelle quand même que, là aussi, le droit électoral est une réalité. Pour pouvoir se maintenir au deuxième tour, il faut faire 12,5% des inscrits. Des inscrits. C'est important, un troisième, des inscrits. Absolument, oui, tout à fait. Des inscrits. En l'occurrence, il y a une comment dirais-je, une participation, plutôt on ne sait pas si ça va être en hausse, en baisse, en stabilité. Non, mais pardon, je cherche le mot là, celui qui s'abstient de voter là, c'est vote blanc et vote nul. L'abstention, merci. De 50%, il faut au minimum faire 25%, quoi. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire que ça limite quand même un peu beaucoup les chances d'arriver au deuxième tour. Prenons un exemple. Pour les uns et pour les autres. Prenons un exemple. Le Rassemblement national était arrivé donc à se qualifier pour le deuxième tour dans 122 circonscriptions. Ils ont eu 7 députés. Donc déjà, il faut se qualifier pour le deuxième tour et ensuite, il faut gagner. Et habituellement, celui qui est en ballottage favorable, arrivé devant, gagne dans
une majorité des cas, je dis pas la totalité, mais dans une majorité des cas. Ça veut dire que ça éloigne un petit peu la possibilité que Jean-Luc Mélenchon soit proclamé. Évidemment, ce serait plus simple s'il pouvait se proclamer Premier ministre. Il sera le premier opposant de France. Ouais. Mais ça fait pas un Premier ministre. Il sera le premier opposant de France. Celui qui a, après les 300, alors j'ai les chiffres, mais ils peuvent varier, entre 320 et 360 députés, donc de ce conglomérat qui rassemble à la fois Renaissance, et donc à la fois le fameux groupe ensemble, le avec fameux les 4 groupe partis. ensemble, donc Renaissance, Horizon et Modem. Ouais. Ainsi que le Parti radical valoisien, ne l'oublions pas. Les Républicains, évidemment, limitent la casse, puisqu'ils ont 110 députés aujourd'hui, ils risquent de tomber à 60, entre 65 et 70. Reconquête pourrait en avoir 5, donc ils feront leur entrée, ils feraient leur entrée, peut-être même seulement un, avec son chef Éric Zemmour qui se présenterait dans la... Saint-Tropez. Oui, mais laquelle? Le numéro de la circonscription, je ne sais plus. C'est pas Je la sais pas. troisième? Je sais pas. Troisième, peu importe. Je crois que c'est le troisième. Le Var Saint-Tropez. Et le Rassemblement national, et ça c'est inquiétant, qui du coup passerait de 7 députés, mon chiffre qui est la dernière projection, à 56. Donc Et il y aurait un c'est-à-dire, groupe. Et encore, on n'est pas dans la proportionnelle. Et ils Attention. auraient un groupe. Mais de toute façon, ils ont À un groupe. partir de 20. Non, non, voilà, non, 15. Un groupe, c'est 15. Mais Ouais. c'est pas ça Ah oui, c'est l'important. le Parti communiste qui a demandé. Ouais, qui a C'est la baissé à 4e 15. circonscription pour Zemmour. Quatrième, d'accord, Ouais. merci. De rien. C'est pas tant qu'ils aient un groupe, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut que vous ayez un minimum de 50 députés pour pour une, pouvoir censure. faire une motion de De censure. censure. Ah, oui. 55. Donc D'accord. 55, voilà. 55. J'étais entre 50 et 55. 55. Et c'est là le danger. S'ils ont 56, a priori, ils ont un député de plus, et donc ils peuvent effectivement Et ils peuvent poser. Et donc ils peuvent s'amuser tous les 3 mois. ils peuvent poser. bloquer, ils Ouais. peuvent bloquer le fonctionnement du Parlement. Ça veut dire que Donc, dans, en clair, oui, vas-y, dans toutes, je t'en prie. toutes les configurations possibles, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, mais il sera le premier opposant en chef. Marine Le Pen ne sera pas la première opposante en chef, même si elle s'est qualifiée pour le deuxième tour d'élection présidentielle, mais elle peut bloquer le fonctionnement du Parlement. Les forces de droite n'existeront pas, parce qu'elles seront évidemment totalement annihilées par cet énorme bloc de la majorité présidentielle. Ouais. Et donc on risque d'avoir un mandat Macron 2 qui ressemble au Macron 1, avec un règlement des conflits, avec la prise en compte donc des doléances, au sens propre du terme, des citoyens, qui ne se font pas à travers l'Assemblée, mais qui se font ailleurs. Et donc on risque d'avoir un 3e tour électoral, enfin non, un 4e tour, parce qu'on aura un 3e tour électoral avec l'élection donc du 12 et 19 juin prochain, mais un 4e tour qui se fait dans la rue. Et ça, effectivement, c'est très inquiétant. Et il n'y aura pas d'élection, je crois, pendant 2 ans. D'ailleurs, après cette Et élection. c'est les sénatoriales dans 2 ans. Voilà. En clair, si on en croit Emmanuel Dupuis et ce qui vient d'être fait, mon cher Smaïn, Oui. ça risque d'être totalement ingouvernable cette histoire. Absolument, oui, ça sera carrément la Bérésina, on va Tant dire. mieux. pour- Ouais, chouette. Tant mieux, je sais Non, pas. mais Mais... bah, c'est juste Ça des... va nous donner beaucoup de choses à dire. C'est des super. pronostics, quoi. Bon, enfin, ça reste toujours des pronostics par rapport à ce que vient de dire Emmanuel, avec tous mes respects, bien sûr. Mais au vu de Il se l'évolution... rapproche quand même d'une certaine réalité, faut le dire. Ah oui, je le nie pas, Non, mais je le nie attendez, pas. attendez, Mais après, il y a des c'est surprises en juste- politique. C'est Ouais. pas un jugement de valeur. Hein. Ah non, pas du tout. C'est Je- une analyse claire, une lecture de la Constitution qui fait qu'il y a une dynamique présidentielle. C'est pour ça que ça a été fait ainsi. Bah, on s'en souvient en 2017 quand même. Et C'était c'est total. depuis 1958. Hein. Ouais. On Non, fait mais en les élections 2017, législatives le pour mec donner avec une son majorité au parti, président. Et ça ne s'est connu jamais... de nulle part. La théorie, démenti. c'est ça. Ça La ne s'est théorie, jamais c'est ça. démenti. La théorie, c'est ça. En théorie, ça devrait se passer comme ça. Mais après, on peut être dans une configuration de cohabitation. Donc, Mais avec c'est- qui? Bah, c'est ça. Bon, avec qui? Si Mélenchon, enfin, si la NUPS, par exemple, si elle aura une majorité aux élections, il est vrai que c'est le président de la République, c'est lui qui choisit son Premier ministre. Donc, je ne crois pas qu'il va choisir Mélenchon. Mais toujours est-il que... Ah, il peut choisir Mélenchon. Il Non, a non. le droit. Alors, Non, non, il a aucun non, intérêt mais je de ne pense faire pas, il n'a Mélenchon. pas beaucoup de sympathie pour Non, lui. non, 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 mais, il a ouais, juridiquement Ismaël, le droit de pardon. nommer qui il veut. Non, non, Oui, pardon. bien sûr, bien sûr. Il- Non, il- de pas la Constitution. La règle Ouais. veut. La règle veut. La règle, c'est La- une règle. Non, mais c'est une règle. Non, mais cher Christophe, c'est plus qu'une règle. Oui, c'est même une institution. Mais Non, c'est une non, mais institution. c'est une obligation juridique. Oui. Pourquoi Le parti majoritaire. Non, Le mais parti- oui, parti qui arrive. demain, Monsieur Mélenchon, il a 150 députés. Voilà. Le président de la République fait le choix de le nommer Premier ministre. Le Premier ministre dans la 5e Constitution, dans la 5e Ça sera cohérent, Constitution. ça sera Attends, cohérent. non. Ouais. Il va devant le Parlement pour avoir la confiance. Ouais. Et il ne peut pas avoir la confiance des 300 élus de Macron. Donc ce sont des hypothèses qu'il ne faut pas jeter. Aujourd'hui, ce qui apparaît,
je ne rentrerai pas dans le quantum des chiffres donnés par Emmanuel Dupuy, mais la logique est celle-là. Il y aura une majorité 279, 280, 285, je ne sais pas. Non, la majorité. 289. 89. La majorité. Donc, 289, 290, 295, je ne sais pas. Mais on se dirige vers cette majorité-là. Monsieur Mélenchon et la NUPES, je ne les vois pas faire ce chiffre-là. Et pourtant, la majorité des Français, apparemment, souhaiteraient, selon certains sondages, une cohabitation. Comme dit l'autre, il y a le souhait et il y a la réalité. C'est intéressant de regarder quand même. Et même, cher Smaïn, si on prenait, par extraordinaire et par l'absurde, toutes les oppositions réunies, à partir du moment où la majorité, elle est de 289, ça veut dire que toutes les autres réunies... Oui, c'est une minorité. Logiquement, c'est une minorité. On prend Mélenchon, plus le RN, plus Zemmour, plus, ils vont être à 288. Donc il y aura, comme dans la démocratie israélienne, entre guillemets, les 2 sièges qui permettent à la majorité de M. Macron de continuer à fonctionner. Alors, cette hypothèse, mais elle est loin de chez nous, de renversement total, si la REM d'aujourd'hui, Renaissance demain, venait à perdre par extraordinaire une centaine de députés qui la quittent pour que là, la bataille se refait à l'intérieur du Parlement. Mais il n'y a aucune chance pour que M. Mélenchon, aujourd'hui, soit élu Premier ministre, parce que même si la volonté, et c'est vrai, de la on n'est pas élu Premier ministre, on est nommé. Non, mais c'est une expression je sais, marketing, qui a été empruntée par Mélenchon. Et c'est très intelligent. C'est la première fois que quelqu'un l'utilise. Ça va lui amener 5-6 députés de plus. Hein. En fait, Mélenchon, c'est le Macron de gauche, quoi. Il a cassé toute la gauche pour prendre une certaine revanche. Il n'a pas cassé, cher Christophe. Elle s'est abîmée toute seule. Voilà, la gauche s'est effondrée. Et lui, il vient d'abord prendre sa revanche personnelle, il faut le dire. Sur le Parti Socialiste en particulier. Et la deuxième, en fait, il participe au nettoyage des fameux éléphants. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous avez une guerre à l'intérieur du PS où les jeunes générations commencent à dire le parti, c'est pas le leur. Le parti, c'est de tous les militants. C'est un patrimoine de la gauche. Non, et ils sont minoritaires, donc les éléphants, s'ils ne sont pas contents, ils s'en vont comme d'autres sont pas. Alors, ne jamais oublier que l'élection législative, ce n'est pas une élection de liste, c'est une élection uninominale. Donc, en fait, c'est 577 élections. Exact. Et donc, ça veut dire que l'idée selon laquelle il y a une majorité de Français qui récuse la majorité du président Macron est une réalité. Mais encore une fois, le mode de scrutin est un mode de scrutin vote majoritaire, tant qu'on n'a pas un majoritaire et non proportionnel, tant qu'on n'a pas instillé une dose ou une totalité de proportionnalité, on ne vote pas pour un homme, on vote on vote pas pour le chef du parti, on vote pour un député. Oui. Alors c'est pour ça que Mélenchon... La manœuvre dilatoire de Mélenchon, c'est qu'il met sa photo à lui... Mais tous. Okay. Macron aussi. Tous les députés, mettront la photo de Macron. Et reconquête, d'une phrase, Tariq. Tous le font. D'accord. Marine Le Pen a posé à côté de tous ses candidats. D'accord. Éric Zemmour aussi. Et il y a quelques jours, au doc d'Aubervilliers. D'Aubervilliers, il y a eu les photos avec le président. Oui, j'y étais. Alors, pour refaire de la Arte pendant... Une minute, cher Christophe, et donc de revenir en arrière. M. Mélenchon aurait pu être élu, entre guillemets, Premier ministre, si M. Jospin n'avait pas inversé l'élection présidentielle et l'élection législative, parce qu'on aurait pu avoir une majorité à la législative avant la présidentielle différente. Or, M. Jospin a aggravé l'institution en faisant que le président élu entraîne un mouvement pour gagner la législative. Oui, effectivement, c'est un changement qui a été fait par Lionel Jospin, effectivement. Alors on suivra ça de près, je crois qu'on aura de quoi débattre, et on recevra d'ailleurs à partir de probablement au milieu de la semaine prochaine les premiers candidats qui vont se présenter en privilégiant très clairement des élus, des candidats de la diversité. On va essayer de voyager un petit peu dans les différentes circonscriptions de notre bassin de diffusion qui est certes très important. 26 villes. On va ainsi faire connaissance avec plein de candidats sous des étiquettes respectives de partis ou indépendants aussi. Il y en a et on va les mettre en lumière. Chacun aura leur temps de parole pour pouvoir le faire. Et parmi l'équipe, là, on a quelques chroniqueurs qui aussi se présentent à la députation. Emmanuel, vous ne présentez pas ? J'aurais souhaité me présenter sur la 9e circonscription des Français de l'étranger. La 9e, c'est le Maghreb ? D'autant, absolument. Afrique de l'Ouest, précisément. Oui. D'autant que le député sortant, oui. Monsieur El Gherab, a été
condamné Ouais. à 1 an de prison ferme, Et donc il ne éligible. peut pas se présenter. Absolument. Bah si, ils peuvent faire non, appel. il est inéligible. Non, 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 non. Non, est-ce qu'ils ont... Bon, on fera le débat. Non, je crois qu'il peut. Non, La non, prochaine- non. Non, mais quand on est condamné, sauf si c'est écrit avec exécution provisoire, on fait appel et le jugement n'existe pas. Donc il faudra qu'on lise, cher Emmanuel, vous et moi. Quand on fait appel, c'est pas suspensif. Si. Ça dépend. Si, C'est si, ça, si, ça si. dépend de la rédaction du jugement. ça Si dépend. le jugement est avec J'avoue, honnêtement, avoir un doute, mais c'est possible. Oui, oui, si, ça verra, existe, hein. on Ça verra existe, cela. d'accord. Et pourquoi la 9e, cher Emmanuel? Pourquoi pas la 10e du Liban et plutôt de cette partie-là, qui est beaucoup plus large? Parce que je suis plus ancré Parce dans qu'il a envie d'être là, le c'est tout. Enfin, Ouais. moi, je ne choisis pas une circonscription par convenance. Ouais. Je choisis une circonscription si je peux apporter des choses aux électeurs. On oublie ça un peu, hein. Ouais, c'est vrai. Par rapport à un C'est certain vrai. nombre de parachutages médiatiques dont on a beaucoup parlé. Ouais. On se fait élire sur une circonscription si on a des choses à offrir à ses électeurs. Bon, Sinon, allez. c'est de la politique gadget. L'opportunisme. Voilà, Ah, c'est c'est ça. plus que du parachutisme. C'est donner l'impression que pour devenir ministre, il faut devenir député avant. Ah non. Dans un instant, on file en Ukraine. On a eu quand même quelques premiers ministres qui, Voilà. qui n'étaient pas élus et qui n'étaient pas Et bien députés. sûr. Bah, évidemment, Notamment M. évidemment. Castex. Monsieur Castex, par C'est exemple. pour ça que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne se présenterait pas en prétendant que ça augmenterait ses chances pour être nommé Premier ministre. Il est très bon. Il est très bon, oui, c'est une Dans belle un manœuvre. instant, l'Ukraine et le traitement aussi qui est fait de cette guerre en Ukraine de la part de la presse française. Je parle bien de la presse française et pas de la presse européenne ou occidentale en général, qui somme toute est un peu différente. Je pense à la presse suisse, presse belge. Notamment l'italienne. Voilà, en tout cas, le traitement qui est fait, si on en croit certains éditorialistes, spécialistes, pas toi Emmanuel, hein, qui heureusement nous Ah bah, moi, apporte je suis un très autre pédagogue, regard, donc, moi, je pédagogue suis très- sur les plateaux. Je suis très La Russie a perdu la guerre en Ukraine. On y revient dans un instant, à tout de suite. Ouais. Le LGF sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, avec Smaïd Tefour, avec Emmanuel Dupuis, avec Tarek Mami, qui sont avec nous, et on va parler de la guerre en Ukraine maintenant, et surtout de son traitement. Alors c'est vrai, il a raison, il m'en faisait part, Emmanuel, pendant la pub, en disant faut pas généraliser. Tu as raison, c'est vrai, mais il y a quand même une grande partie de cette presse française qui a pris fait et cause pour l'Ukraine. On est d'accord ou pas là-dessus? Qui a pris en tout cas un parti dans cette guerre en Ukraine en privilégiant, j'allais dire, un côté plus que d'autres. On a focalisé aujourd'hui, pour faire clair, dans la presse, sans explication, il y a le bon et il y a le méchant. Je ne sais pas si c'est tout à fait comme ça qu'on résume un conflit. En tout cas, c'est pas comme ça que tu le fais, Emmanuel. Christophe, Smaïn. Lénine disait, celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Ouais. Alors si on en croit, Non, Bush, non, attends, non, Tarek. Cette expression revient à Lénine. Bush n'a fait que reprendre l'expression de Lénine. C'est déjà cocasse que Bush reprenne. Ouais, c'est paradoxal. Je pense que Bush n'avait pas fait la gentille. Emmanuel, c'est paradoxal. C'est paradoxal. Mais c'est Lénine qui avait. On va vérifier. Il faut vérifier. Et moi, j'en suis sûr de mon coup. Hein. Non, mais c'est bien Lénine qui avait moi, dit je ça. préférais que ce soit Lénine que Bush qui l'ait dit, franchement. Alors justement, toi par exemple Emmanuel qui a l'habitude de faire les plateaux de télé en ce moment pour expliquer le conflit qui existe donc en Ukraine. Je le disais donc tout à l'heure, si on en croit un peu certains éditorialistes de la presse qui nous disent clairement, hein, pour certains d'entre eux évidemment, pas tout le monde, que la Russie a perdu la guerre. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire là, aujourd'hui, au 79e ou 80e jour de cette guerre en Ukraine, est-ce qu'on peut dire vraiment avec lucidité que la Russie a perdu la guerre? Bon, déjà, la guerre n'est pas finie. Oui. Deuxièmement, là, il au s'agit... jour d'aujourd'hui. Alors, deuxièmement, au jour d'aujourd'hui, 79e jour, ce n'est toujours officiellement pas une guerre, mais une opération militaire spéciale. Ensuite... Comme on disait de la guerre d'Algérie... les événements. Les Voilà. événements. Ou quand même en rappelant que le statut de bilatéral entre le Japon et la Russie, c'est qu'ils sont toujours en guerre. Hein, il faut pas Ils n'ont non pas plus signé l'oublier. Tout comme la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc bon, moi j'essaie d'être le plus pragmatique et de rappeler un certain nombre de réalités. Ouais. Je ne saurais dire si la Russie a gagné la guerre, car je ne pense vraiment pas que la Russie sait vraiment quelle est la finalité, enfin la Russie, pardon, que le président Poutine, je vais le dire autrement, en étant moins péremptoire. Je pense qu'il y a eu une évolution depuis 79 jours, oui, depuis le 24 février dernier, sur le but final recherché, comme diraient les militaires. Quel est l'objectif? Je pense qu'il y a eu une évolution au regard des difficultés, et ça, je crois que c'est une réalité que l'on peut
posé comme, non pas un fait acquis, mais en tout cas un fait débattable, du fait que l'armée avance moins, l'armée rouge, pardon, enfin l'armée rouge, oui, c'est l'armée rouge, enfin c'est l'armée de C'est Russie. plus le cas, Les c'est forces, plus l'URSS, ça. Oui, enfin bon. On n'appelle plus l'armée rouge. ouais, parce que enfin, non, mais ça renvoie à une idéologie politique. C'est plus le communisme. Les drapeaux soviétiques ont quand même refleuri sur un certain nombre Ah de oui, bâtiments ça c'est vrai, officiels. ça c'est Donc vrai. il y a une faut le volonté reconnaître. de faire la jonction entre C'est ce que ressusciter l'ancien de ce système. qu'était l'armée rouge. En tout cas, les forces armées de la Fédération de Russie avancent moins vite qu'elles ne l'auraient souhaité. Elles reculent dans un certain nombre de localités. Elles ne sont plus autour de Kharkiv. Elles ont refloué autour d'Izium. Il y a toujours des combats très actifs dans le sud du côté de Mykolaïev. Peu importe le nom que l'on veut donner à tout ça, c'est une manœuvre militaire qui est sensiblement ralentie. À cause de quoi? À cause de la résistance ukrainienne, la résistance des forces armées ukrainiennes, de l'équipement dont ils sont l'équipement fourni par les forces occidentales, et notamment américaines et britanniques, dont les forces ukrainiennes disposent en plus grand nombre qu'ils ne disposaient avant. Ça veut dire que depuis 2014, ils n'ont jamais cessé d'avoir ce matériel, mais là, il y a eu une augmentation qualitative, quantitative, absolument considérable. Il y a quelques heures, le Congrès américain a voté une rallonge de 44 milliards de dollars. En plus de 33 Non, en fait, les 33 se sont... Non, mais les 33, j'allais venir, pour ouais. l'explication, les 33 se sont mués en 44. Ah, voilà. On parle désormais de 44... Il y a une rallonge, alors. Ouais, C'est le 44 SMIC qui a augmenté. Non, mais je rappelle quand même que 44 milliards... Ah non, mais attendez, quand même. Non, mais c'est 44 énorme, milliards c'est énorme. de dollars, c'est 10 fois le Parce que budget vous de la avez défense ukrainien. Attention, c'est le nerf de la guerre. Quand Mais même. est-ce que vous avez en mémoire le montant du fameux plan Marshall 173 milliards en dollars constants. Constant. Alors évidemment, c'est très intéressant ce que vous dites, Tariq, parce que la guerre, de toute façon, ne peut pas se terminer, puisque la guerre a commencé non pas le 24 février 2022, mais elle a commencé le 14 avril 2014. Donc Exact. la guerre ne s'arrêtera pas. Sauf que la presse française, là, n'a pas trop oui, braqué les caméras, là. Oui, enfin, si, à l'époque, en 2014, on a braqué les caméras et ensuite on les a débraquées. Il y a eu On 20 000 vu morts entre-temps. qu'on a vu que la guerre allait durer longtemps. Donc, je suis trop bavard et je suis trop long, mais d'une phrase, pour être Ouais. le plus synthétique possible, Ouais. cette guerre ne se terminera pas, ou en tout cas ne se terminera pas avant plusieurs années. Et il n'y aura pas de victoire, parce que dans Ah les... si, il va y avoir un gagnant. Ah oui, c'est Non. parce que si on se... Attendez, juste, allez-y. dans les guerres modernes, contrairement aux guerres d'avant, il n'y a pas de victoire. Il n'y a pas de reddition. Les Ukrainiens ne vont pas donner leur reddition. La Russie ne peut pas se proclamer victorieuse, car l'Ukraine n'admettra jamais sa défaite, et la Russie ne pourra pas proclamer sa victoire. Ouais. On sera dans l'entre-deux. Hein, comme vous savez... Allez-y. Marc Bloch avait coutume de dire qu'entre la guerre et la paix, il y a la crise. Ben, on Ouais. est ça. On est dans une notion de crise permanente. Est-ce que Les ça reste les Américains ont fait cette erreur de proclamer leur victoire en 2004 en Irak. Ouais. On a vu Ce qui s'est passé comment après. les 18 années qui ont suivi, enfin la manière dont les 18 années se sont déroulées. Donc je crois que dans la notion moderne des conflits, aucun pays au monde ne peut proclamer une victoire. Il n'y a plus de victoire. L'Afghanistan, Mais là- par mais- exemple. mais- C'était En une Afghanistan, catastrophe. en Afghanistan, on faisait 20 pas la... ans. En Afghanistan, on faisait pas la guerre contre les Afghans, on faisait la guerre contre des terroristes. Oui, mais pourquoi Jusqu'à 20 preuve ans du- après, Jusqu'à pour preuve du revoir contraire, les talibans réapparaître. jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu dans l'histoire au moins de ces 70 ans, un groupe armé terroriste signer une paix avec un belligérant. Ouais. Alors revenons pour ce qui est de l'Ukraine. On voit que la Russie menace aussi. Enfin, je sais pas si elle menace clairement. D'après, je m'en réfère à ce que dit la presse. Il y a voilà une menace qui est faite sur la Moldavie pour le coup. Est-ce qu'on peut craindre, Smaïn, une contagion aussi de ce conflit, de cette invasion en Ukraine qui est menée, rappelons-le, par la Russie? Est-ce qu'on peut craindre une contagion, j'allais dire même y compris pas forcément avec les deux acteurs qui sont concernés, à savoir l'Ukraine et la Russie, mais avec des petites poches de guerre qui pourraient se déclencher à droite, à gauche sur les différents continents. Très bien. En fait, pour revenir à la Moldavie, la Russie, il est vrai, elle convoite la Transnistrie, qui est quand même russophone et qui appartient bien sûr à cette région-là, pas loin de la Moldavie. Mais toujours est-il que pour la Moldavie, c'est pas l'ordre du jour. Les Russes, je ne pense pas qu'ils vont passer à l'action pour la simple raison que déjà qu'ils sont, enfin,
d'après ce qui se passe actuellement, d'après les informations qui nous parviennent, surtout ici en Occident. On a beaucoup plus l'air qu'ils sont en train donc, de s'embourber. Mais est-ce que c'est la réalité du terrain? Là, j'en doute. Parce que quand on voit que les Russes contrôlent tous les accès maritimes, donc ils ont carrément enclavé l'Ukraine, et que l'Ukraine risque d'être morcelée, parce que là, il y a la Pologne qui s'apprête à récupérer l'ouest de l'Ukraine. Et il paraît aussi que les Américains sont un peu derrière ce scénario, parce qu'ils veulent pousser comment on appelle ça, les Polonais à récupérer l'ouest de l'Ukraine pour rentrer éventuellement donc en bataille rangée directe avec l'OTAN. Et c'est ça qui laisse à craindre donc un conflit généralisé. Et ma foi, on ne sera pas loin de la guerre nucléaire. D'ailleurs, pas plus loin que ce matin, Medvedev, donc le patron de la sécurité intérieure de la Russie. Hier matin. Donc, il avait dit que la guerre donc, nucléaire n'était pas loin. Donc c'est à ça menace quoi, ça menace clairement. Oui, alors juste un petit point, la Transnistrie n'a pas besoin d'être conquise par les Russes, elle a déjà été conquise par les Russes. Non mais de fait, parce que là ils veulent vraiment l'annexer avec le Donbass. Donc ça va être greffé. Emmanuel, parce que là c'est très sérieux. Ouais. Les Russes. Ça c'est ce que disent les Américains. Kherson par exemple. Les Russes n'ont jamais dit ça. Hein. Non, ils n'ont pas dit ça, mais ils le convoitent. Ah non. Ouais, non, c'est une interprétation. Non, c'est une convoitise. Non, c'est pas une interprétation. Ça c'est les réalités du terrain. Je vous explique juste un truc, si vous le permettez. Kherson par exemple. Alors, Kherson... Mais Kherson, c'est pas de la Transnistrie. Non, mais je sais bien, je sais bien, c'est pas du tout la même géographie. Non, j'allais donner un exemple, vous m'avez pas laissé finir. Alors, j'ai pas des problèmes de géographie, mon cher Emmanuel. Kherson, elle est en passe de devenir une ville, donc indépendante, parce que déjà, pas plus loin qu'hier, il y a eu justement sur le fronton d'une mairie, je crois, le drapeau indépendant de cette ville, donc un indépendantiste, pardon. Et qui reviendra par la suite, bien sûr, au bloc de la Russie fédérale. Il ne faut pas le nier. Donc, pour revenir à Kherson, donc c'est une ville qui va passer donc, du côté de la Fédération russe et la Transnistrie. Il ne faut pas oublier que sa population elle est en train de revendiquer une intégration à la Fédération russe. Alors juste avant de donner la parole à Tariq, encore faudrait-il que l'on donne du crédit à la volonté des russophones et des russophiles de Kherson, qui ne représentent qu'une minorité au sens de la conquête militaire. Évidemment, quand vous avez des forces russes qui occupent une ville, il est aisé d'utiliser tous les arguments pour faire d'un fait, certes, qui est une réalité, un fait majoritaire. Nous n'avons ici aucune preuve et aucun moyen de savoir si la majorité de la population de Kherson veut cela. Il va y avoir un référendum. Mais c'est ça. Il y a eu un référendum en Crimée. Je ne suis pas certain que toutes les conditions optimales, démocratiques, référendum en Crimée, donc en mars 2014, je ne suis pas certain que ce référendum avait toutes les oripeaux auxquels on s'attend. Juste termine. C'est vrai, hein, à Kherson, il y a la volonté de russifier la ville. Désormais, le conseil municipal, le nouveau conseil municipal, pas celui qui a été élu, le conseil municipal, créé à la faveur de la progression russe. A demandé qu'il y ait un rattachement, la proclamation d'une république indépendante, une république populaire de Kherson. Qui intégrera à long terme la Fédération de Russie. Oui, encore une fois, ici, autour de cette table, nous n'avons aucun moyen de vérifier, et je plaide moi-même coupable, je ne sais pas si c'est le souhait de la majorité des habitants de Kherson. Alors, dans un instant, on écoutera Tariq Pami, qui nous donnera son avis sur tout ce qui a été débattu là, et sur le traitement qui est fait aussi de cette presse qui a pris parti dans ce conflit, en nous faisant croire, et d'ailleurs on lui posera la question, est-ce que selon lui, et à l'heure où nous parlons, est-ce que la Russie est en train de s'embourber? Est-ce qu'elle a d'ores et déjà perdu par rapport à ses objectifs qu'elle s'était fixés? Elle met du temps. On en reparle dans un instant, très rapidement, Tariq Pami, et le quiz pour terminer cette émission, c'est le LGF sur France Maghreb 2. Dernière partie de ce LGF sur France Maghreb 2, et avant de passer au quiz dans un instant pour terminer cette émission, j'ai envie de dire d'une manière un peu plus décontractée, Tariq Pami, qu'on n'a pas entendu. était très décontracté. Oui, bien sûr, mais un peu moins sérieuse, quoi. Voilà. Tariq Pami sur l'Ukraine, sur la presse française, sur le traitement qui en est fait.
ce que vous avez envie de nous dire, en tout cas, sur le conflit actuel. En fait, il y a 3 chapitres. Ouais. Le premier chapitre, c'est la presse française qui ne reflète pas le point de vue de la presse européenne en général, ni la presse mondiale. La presse française, dès le premier jour, elle a pris parti pour l'Ukraine et pour la boutade, pour rester décontracté. Comme dirait l'autre, c'est parce que nous avons les mêmes voitures. Donc ça, c'est sur le traitement de la presse, je ne veux pas m'étaler. La deuxième chose, on regarde les cartes et on essaie de se projeter par rapport à l'histoire et ce que peut advenir demain. Ouais. Et effectivement, sur la Moldavie a une petite république autonome aujourd'hui, mais pour la sécuriser, une partie de la population de cette république, et peut-être dans l'inconscient de M. Poutine, parce que quand c'est pas dit, on ne peut pas le savoir, il faudrait les fameux couloirs terrestres qui relaieraient la Crimée au Donbass, donc à Odessa, qu'il va falloir prendre pour aller donc en Moldavie. Et tant qu'on n'a pas vu sur le terrain, non pas les bombardements russes, mais l'avancée de l'armée russe vers Odessa, on ne peut pas projeter cette étape supplémentaire donc de la Moldavie. Mais si demain on voyait l'armée russe prendre Odessa, là le schéma deviendrait beaucoup plus clair pour la Moldavie. Et surtout, je pense que le but caché de la guerre de Poutine, mais en termes d'exploitation, c'est de faire de l'Ukraine un pays continental coupé de toutes les mers qui l'entourent. Parce que c'est sa seule... la mer Noire, tout simplement. La mer Noire et la mer d'Azov. D'Azov, ça fait partie de la mer Noire. Oui, non, mais c'est la partie, si vous voulez. Mais en tout cas, Ouais. la partie mer d'Azov, qu'il a déjà pris par Mariupol, pratiquement, mais l'autre partie, c'est qui lui permettrait, en fait, de faire quoi? C'est d'empêcher les exportations par la mer de tout ce que produit l'Ukraine, et d'interdire toutes les importations, notamment militaires, isoler l'Ukraine. et l'isoler. Et dans ce cas, on se retrouverait un pays qui va vous rappeler beaucoup de choses. C'est l'Irak c'est l'Irak de Saddam, quand Saddam a été au Koweït pour avoir cet accès à la mer. 91. Oh non, mais pour aller accès à la mer. Oui, oui. Et donc c'est cette 1991. situation que vous avez. Pour le reste, on ne peut pas dire que la Russie de Poutine a perdu la guerre. On ne peut pas dire que la Russie de Poutine a gagné la guerre, mais ce qu'on peut dire d'une manière certaine, c'est que la Russie de Poutine va récupérer donc une espèce de couloir territorial, donc dans les deux républiques, le Donbass et l'autre république, dont il a annoncé hier que la totalité de la frontière administrative a été récupérée, contrairement au Donbass où on est toujours autour de 80%, version russe, version indépendantiste, et donc le fameux couloir qui va aller de Crimée à part Mariupol. Mariupol est pratiquement tombé, sauf cette usine qui tient, et donc là, il aura récupéré ce territoire, et à la limite, pour faire simple, il a compris que l'OTAN s'installerait, j'allais dire, à ses frontières, mais autant qu'elle s'installe plutôt à 100 km ou à 200 km de la frontière russe, et donc un peu plus éloignée de Moscou, que immédiatement là. Et le drame aujourd'hui de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine ne pourra pas, à mon sens, intégrer l'OTAN. Il faudrait qu'elle mette un X là-dessus et qu'elle rentre des négociations, parce que pour moi, si Poutine, le président Poutine, a fait donc cette invasion de l'Ukraine, Monsieur Zelensky n'a rien fait pour protéger sa population. Quand on est en position de faiblesse, on ne sert pas de pion pour les autres, et il aurait dû demander ou faire un cessez-le-feu pour négocier. Une guerre par procuration. Voilà, et c'est malheureux, parce que si vous voulez, moi, dans la guerre, qui m'importe? C'est la population civile. Oui, alors juste pour préciser le point, je rappelle quand même qu'on rappelle une vérité. Hein. Il y a un agresseur et un agressé. Non. Bah, si, l'agresseur, c'est l'État ukrainien qui agresse ses propres populations dans le Donbass depuis 2014, qui refuse... Non mais attendez, si vous voulez une logique, il y a une contre-logique, qui veut interdire la langue russe pour des citoyens. Imaginez, en France, demain, on a un grand président qui arrive, et il dit demain... On parle plus breton, alors ça, on parle plus corse. C'est un peu. Je le fais exprès. Un peu approximatif. Non, c'est pas approximatif. Non, mais excuse-moi. Ne vous énervez pas. Non, mais je m'énerve pas. Dites votre propos, je dirai le mien. Oui. Allez-y. On a plus le temps là, surtout. Non. Donc c'est thèse contre thèse. Ouais. Donc pour moi, si vous voulez. Non, mais depuis ce qui se passe depuis février, on est d'accord qu'il y a un agresseur, un agressé, Tarek. Oui. Attendez. Sauf que les guerres, vous avez la guerre préventive, la guerre de défense. Ouais.
et la guerre d'occupation. Ouais, bon. Alors, je vous laisse déterminer juste dans laquelle de ces trois guerres on se retrouve Point par aujourd'hui. point. Ce n'est pas le président Zelensky qui interdit la langue russe, c'est la Rada dont la majorité n'est pas celle du président. C'est pas le président Zelensky, c'est le Parlement. Deuxièmement, effectivement, au regard du droit international, vous pouvez être contre le droit international, vous pouvez récuser l'ONU, il y a des frontières reconnues internationalement. Alors, non, Tarek, vous me laissez terminer. Vous me laissez terminer, Tarek. Il n'y a pas de frontière aujourd'hui internationale signée à l'ONU entre l'Ukraine et le truc depuis 1993. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien secrétaire général de l'ONU qui dit il faudra qu'on ratifie les frontières pour si vous voulez. Mais enfin, bon, quand même, derrière les intentions, il y a quand même une réalité. La réalité, c'est qu'on a un président russe qui a décidé de rompre un équilibre qui, certes, était fragile, je vous l'accorde. Les accords de Minsk étaient une ligne de crête qui n'ont pas été respectés, mais ça ne justifie pas une intervention militaire. Je me suis très très mal à l'aise avec la volonté de réécrire ou essayer de compenser une réalité qui est sous nos yeux. La réalité qui est sous nos yeux, vous avez raison de rappeler que la Russie veut sans doute augmenter son territoire, elle va le faire. Encore une fois, nous ne nous battrons pas pour la Crimée, on l'a pas fait depuis 2014. D'accord ? Maintenant, il y a quand même une contradiction dans ce que vous dites. Parce que, à force de dire que la Russie se rapproche que l'OTAN se rapproche de la Russie, vous venez juste vous-même de faire la contradiction, la présentation d'une thèse qui est invalidée par le fait que si les territoires que conquiert la Russie rapprochent de l'OTAN, c'est bien le contraire. Jusqu'à preuve du contraire, la Roumanie est proche de l'OTAN. Donc c'est la Russie elle-même qui se rapproche de l'OTAN. Et donc encore une fois... Elle n'est pas membre. Mais là on parle d'Europe de l'Est. Oui, mais elle n'est pas membre. On parle de Pardon, la Roumanie n'est pas membre de l'OTAN ? Oui, la Roumanie est membre de l'OTAN, oui. Et donc si la Russie conquiert des territoires plus proche de la Roumanie, c'est bien la Russie qui se rapproche de l'OTAN. Mais théoriquement, vous avez raison, mais si on s'approfondit un peu. Non, sur le plan stratégique, non, il n'a pas raison. Pourquoi ? Non, je vais t'expliquer pourquoi, Christophe. Quand quelqu'un arrive au seuil de votre porte et qui vous menace avec un pistolet, donc pratiquement à 1 mètre même pas, et que quelqu'un qui se situe, par exemple, à 200 mètres de vous, il vous menace, vous n'allez pas le calculer. Mais là, les Américains, qu'est-ce qu'ils veulent ? Il va que l'arme nucléaire qui doit mettre juste 5 minutes pour arriver en Russie. C'est ça le problème avec l'Ukraine aujourd'hui. Et les Russes, je crois qu'ils ont compris cette stratégie, raison pour laquelle ils disent il vaut mieux que ça soit moi le premier que vous les premiers. Alors, il y a encore un autre truc, Christophe. Alors on est super en retard, les gars. Ok, ça marche. Juste un mot, dernier mot. Ça tient pas. Mais on peut pas être d'accord sur tout. Non, mais c'est pas une question. On peut pas être d'accord. Non, mais c'est pas une question parce que c'est pas vrai. Non, mais ça c'est des faits. Non, il n'y a pas d'armes nucléaires. Ah si. Elles sont où les armes nucléaires ? Elles sont où ? Pourquoi les Américains n'ont pas d'armes nucléaires ? Elles sont où les armes nucléaires ? nucléaires ? Vous parlez d'Ukraine, vous. Vous parlez d'Ukraine. Où sont les armes nucléaires en Europe ? Non, attendez. Non, je vais dire. Non, je vais répondre. Je vais répondre. Non, mais je vais vous répondre. Emmanuel, non, mais je vais vous répondre. Elles sont pas en Roumanie, elles sont pas en Pologne, mais elles sont en Allemagne. Non, mais pourquoi c'est un problème ? C'est un problème. Il faut faire la guerre avec l'Allemagne, alors. Non, c'est pas ça, non. L'Ukraine, c'est devenu vraiment une terre stratégique pour les Américains. Ils le savent très bien. Pourquoi ils vont jusque-là, les Américains ? Pourquoi ils veulent intégrer... Non, mais pourquoi ils veulent intégrer l'Ukraine, d'après vous ? Pourquoi ils veulent intégrer... Intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Pourquoi on veut intégrer... mais c'est attendez, c'est pas un délire. Ce n'est pas un délire. L'Ukraine ne rentrera jamais dans l'OTAN. Non, mais c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Non, mais elle ne rentrera pas. Toutes les personnes censées... Elle rentrera pas, Tarek. Elle rentrera pas parce qu'en ce moment, parce qu'il y a un conflit autour. Non, mais est-ce qu'il est... Attendez, ils avaient fait la demande ou pas ? Non, oui. Je vous pose la question. Non, je vous pose la question. Ils ont fait la demande d'intégrer l'OTAN ou pas ? Non, alors, dans ce cas... La Serbie, en son temps, a fait une demande pour entrer dans l'OTAN. On va faire le contraire. Poutine a demandé à intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Eltsine avait demandé. Voilà. Pas Poutine, Eltsine. Voilà. Et ça n'a jamais... La Turquie, depuis 62, demande à intégrer. Bon. Mais la 67. Question... 63. Voilà, 62-63, la Turquie. L'Union européenne. Et elle est membre de l'OTAN depuis 52. Voilà, puisqu'elle est le flanc droit. Merci. C'est un état pivot. Et pour ça, donc on ne sera pas d'accord sur l'occasion d'en débattre. Sur l'agression ou sur l'invasion ou sur l'occupation. Pour moi, à tort ou à raison,
les Russes d'aujourd'hui font une guerre préventive, alors que pour l'Occident, la guerre, elle est une guerre agressive, pas préventive. En fait, vous êtes des petits malins, les gars. Vous avez vraiment tout fait pour qu'on n'ait pas de quiz. Bon, Si, tant pis. Bah non, on n'a plus le temps, ça y est, c'est trop tard. On n'a pas une minute. Ah non, on n'a plus de temps. Même pas une minute, On a dépassé. Alors, une seule question. Les gars, on a dépassé. Merci en tout cas, Emmanuel Dupuis, c'était très intéressant. Smaïn Tefour et Tarek Pami. Rendez-vous demain pour le best-of et lundi en direct de nouveau à 16h sur France Maghreb 2. Passez d'ici là un très bon week-end à l'écoute de France Maghreb 2, bien sûr.